Automne parisien. L'air était vif et frais. Mais l'atmosphère à l'intérieur du centre de réception de mariage, le manoir des Châtaigniers, était étouffante à cause de la chaleur humaine et de l'éclat éblouissant des lustres en cristal. Des centaines d'invités, de la famille des deux côtés aux partenaires commerciaux, en passant par les amis et les collègues de travail, il ne manquait personne. Je m'appelle Juliette Dubois. Je suis cadre supérieur dans une multinationale de l'électronique, vêtue d'une robe de mariée éblouissante, parsemée de cristaux. À mes côtés se tenait Marc Lefebvre, l'homme que j'avais autrefois pris à tort pour le havre de paix de ma vie, ayant dépassé la trentaine, alors que j'avais déjà tout, une carrière stable, l'indépendance financière, un appartement de luxe en plein cœur de la capitale. Je n'avais pas besoin d'un homme fabuleusement riche. J'avais seulement besoin de quelqu'un qui me comprendrait. Un mari doux et calme sur l'épaule duquel je pourrais m'appuyer lorsque j'étais épuisée par la pression au travail. Marc est arrivé juste au bon moment. Il a toujours fait semblant d'être un homme raisonnable. Il parlait doucement. Prenait soin de moi dans les moindres détails. Cette fausse bienveillance m'avait aveuglée, me faisant ignorer les signes de sa lâcheté, de sa faiblesse et de son habitude de s'accrocher aux jupes de sa mère. Je me disais qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'un homme doux soit un peu sous l'influence de sa mère, tant qu'il m'aimait. Mais j'avais tort, et lourdement tort. Ce genre d'homme, qui se cache derrière les jupes de sa mère, n'est en réalité pas doux, mais inutile, sournois et perfide. La cérémonie de mariage approchait de son point culminant. L'animateur tenait le micro. Sa voix chaleureuse et profonde résonnait dans toute la salle, s'apprêtant à inviter les jeunes mariés à verser le champagne dans la pyramide de coupe. Les projecteurs étaient braqués droit sur nous. Des applaudissements nourris retentirent. J'ai souri du sourire radieux d'une femme qui pensait avoir atteint le bonheur absolu. Mes parents étaient assis à la table d'honneur. Leurs yeux brillaient de larmes de fierté en regardant leur fille. Tout semblait parfait. Au moment où l'animateur allait porter un toast, un sifflement assourdissant du micro a soudainement brisé l'atmosphère. Le son était si perçant que des centaines d'invités ont grimacé en se bouchant les oreilles. La musique s'est tue, et le silence a envahi la grande salle. Depuis la table de la famille du marié, Geneviève, la mère de Marc, est montée maladroitement sur scène. Elle portait une robe en velours rouge vif, un collier de perles de la taille de noisette autour du cou, et son visage était recouvert d'une épaisse couche de poudre, qui ne parvenait cependant pas à cacher son expression venimeuse et malveillante. Elle a arraché le micro des mains de l'animateur stupéfait. Son regard, tranchant comme un rasoir, s'est posé sur moi. J'ai légèrement froncé les sourcils en jetant un coup d'œil à Marc. Marc a soudainement baissé la tête. Ses mains s'entremêlaient nerveusement, froissant les pans de sa veste, et des gouttes de sueur sont apparues sur son front. Un mauvais pressentiment m'a frappé. Pourquoi tremblait-il ? Excusez-moi. Chers invités. La voix de Geneviève, forte et effrontée, a retenti dans les haut-parleurs. Avant que ces deux-là ne deviennent officiellement mari et femme, nous, la famille du marié, avons une certaine règle familiale qu'il faut clarifier. La belle-fille qui entre dans la famille Lefebvre doit connaître les règles et ses devoirs. En disant cela, elle a fouillé dans son sac de mauvais goût et en a sorti une feuille A4. Entièrement recouverte d'un texte dactylographié, elle s'est dirigée vers moi. Ses talons claquaient sur le plancher en bois de la scène comme les pas d'un bourreau. Dans l'assistance, des centaines de pères d'yeux se sont tournés vers la scène. Mes parents ont commencé à se lever. Sur leurs visages se lisaient l'embarras et l'indignation. Et je restais clouée sur place. Le sourire sur mes lèvres s'est figé, ne laissant que de la froideur dans mon regard. Juliette. Geneviève m'a plaqué la feuille sous le nez. Sa voix était pleine d'un ton autoritaire, comme un souverain imposant sa volonté à un sujet. C'est un engagement que j'ai préparé. Tu n'as qu'à le signer ici, devant les deux familles. Comme preuve de ton respect et de ton dévouement total à cette famille, tu signes, et le mariage continuera. Antri. L'atmosphère est devenue glaciale. Mon souffle semblait gelé. J'ai pris la feuille des mains de Geneviève. Le bout de mes doigts était glacé.
mais mon esprit était plus vif que jamais. Mes yeux ont rapidement parcouru les lignes de texte. 3 conditions. 3 nœuds coulants que cette presque belle-mère avait l'intention de me passer autour du cou en plein jour. Utilisant la pression de 500 invités pour me forcer à céder. Condition 1. Transfert du luxueux appartement actuel de Juliette Dubois en copropriété avec Marc Lefebvre, afin de montrer l'égalité et le lien conjugal. Condition 2. Chaque mois, la belle-fille a l'obligation de consacrer 5 000 € de ses revenus personnels à l'entretien de la sœur de son mari, Monique Lefebvre, pendant ses études à Londres pour une durée de 4 ans. Condition 3. Afin qu'il y ait la paix dans la famille, et pour éviter les disputes d'argent, la carte de salaire et toutes les sources de revenus de la belle-fille doivent être remises à la belle-mère pour gestion. La belle-mère distribuera chaque mois l'argent pour la vie quotidienne des époux. J'ai lentement abaissé la feuille. Mon regard est passé du papier au visage suffisant et triomphant de Geneviève. Elle se tenait les bras croisés, le menton relevé, s'attendant à la peur et à l'embarras de la mariée, qui, craignant de perdre la face, fermerait les yeux et signerait. Elle avait trop bien calculé. Une femme le jour de son mariage, entourée de nombreux invités et de sa famille, choisit généralement d'avaler la pilule amère, signe pour en finir, et règle le reste à la maison. Mais elle avait choisi la mauvaise personne. Cette Juliette n'est pas le genre de femme née pour ramper. Je me suis brusquement tournée pour regarder Marc. Mon regard n'était plus celui d'une femme regardant son mari, mais celui d'une femme regardant un tas d'ordures. « Marc », l'ai-je appelé par son nom. Ma voix était basse et froide comme la glace. « Tu étais au courant depuis le début, n'est-ce pas ?» Marc a tressailli, a jeté un regard oblique à sa mère, puis à moi. Sous la pression de mon regard tranchant comme un couteau, il a balbutié, et son visage s'est déformé, trahissant toute la bassesse et la faiblesse d'un homme lâche. « Juliette. » Signe simplement. Signe pour que maman soit contente. Elle est déjà âgée. Elle s'inquiète pour notre avenir. Et de toute façon, après le mariage, nous fermerons la porte et nous nous arrangerons. Il y a tant d'invités. Toute la famille regarde. Ne fais pas un scandale. C'est une honte pour ma famille. Et tu vas perdre la face toi aussi? Omtain. Je fixai l'homme qui se tenait devant moi. Ces mots ont été comme un seau d'eau bouillante versé directement sur mon cœur, brûlant les restes de ce que j'appelais l'amour, mais lavant en même temps le brouillard qui m'avait si longtemps caché les yeux. Signe pour que maman soit contente. Nous nous arrangerons plus tard. C'est une honte. Il s'est avéré qu'aux yeux de cette famille, mon honneur, ma sueur et mes larmes n'étaient qu'un outil pour satisfaire la cupidité d'une vieille femme insatiable. Il savait tout. Il avait comploté avec sa mère pour me mettre au pied du mur, utilisé la foule pour me forcer à céder mes biens. L'homme à qui j'avais l'intention de confier toute ma vie s'est avéré être un voleur lâche, qui n'avait pas le courage de voler de ses propres mains, mais devait se cacher derrière le dos de sa mère pour se nourrir des restes. Geneviève, voyant que je restais immobile, a pensé que j'avais cédé et a ajouté. Eh bien oui. Marc a raison. Une femme qui se marie doit écouter la famille de son mari. Ce qui est à toi est à nous. Signe vite pour que les gens puissent commencer à manger. Si nous traînons, tout le mariage perdra sa prospérité. En un mace. J'ai souri d'un air moqueur. Un sourire sarcastique. Amer et cruel. J'ai hoché la tête. J'ai fait un pas en avant, me retrouvant face à face avec Geneviève et son ignoble fils. Geneviève a joyeusement tendu un stylo vers moi. Les coins de sa bouche tremblaient de cupidité. J'ai tendu la main, non pas pour le stylo, mais pour lui arracher le micro. La secousse a été si forte qu'elle a titubé et a failli tomber en avant. Le micro a de nouveau poussé un sifflement aigu, attirant toute l'attention des 500 personnes qui chuchotaient en bas. Je me suis redressée. J'ai porté le micro à mes lèvres et j'ai articulé chaque mot. Ma voix était claire et forte. Elle résonnait dans tout l'immense espace. Chers invités, mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous informer que ce mariage est officiellement annulé. ND 4020. La salle entière a explosé. Les cris de stupeur,
Le bruit des chaises qu'on recule. Le cliquetis des couverts ont soudainement cessé. L'atmosphère s'est brisée. Geneviève a hurlé comme un cochon qu'on égorge. « Tu es folle, sale sorcière. Comment oses-tu dire des choses pareilles devant tant de gens? Femme éhontée. Tu n'as pas peur de finir vieille fille rejetée de tous ?» Je me suis brusquement retournée, et je l'ai regardée droit dans les yeux. Mon ton était tranchant comme du verre brisé. Je préfère être vieille fille que d'épouser un voleur. Vous avez apporté ce torchon ici pour me forcer à signer? Excusez-moi beaucoup. Mais mon argent, je l'ai gagné avec ma sueur et mes larmes. Et non pour entretenir une bande de parasites. Un appartement à 1,5 million d'euros. 5 000 euros par mois pour les études de votre fille. Et par-dessus le marché. Exigez de gérer mon salaire. Pour qui vous prenez-vous? La reine-mère ou une bande de brigands des bois? J'ai levé la main et j'ai déchiré l'engagement en morceaux, le lui jetant en plein visage. Les morceaux de papier blanc sont tombés, éparpillés sur la scène rouge vif, comme l'absurdité de sa propre famille. Marc était terrifié. Son visage était blanc comme un mur. Il s'est précipité vers moi. Essayant de m'attraper la main, sa voix tremblait. « Juliette, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Ne fais pas un scandale. Quand nous rentrerons à la maison, je dirai à maman de retirer ses conditions et c'est tout. Si tu annules le mariage, où allons-nous nous cacher de honte? » Honte? J'ai éclaté de rire. Mon rire froid a coupé le bruit. Ta famille a-t-elle seulement une face pour la cacher quelque part? Tu penses que je ne sais pas que toi et ta mère avez comploté dans mon dos pour m'escroquer? Un homme en jupe, qui n'a même pas le courage d'ouvrir la bouche pour défendre sa future femme. De quel droit me dit-il de l'appeler Marie? Tu regrettes ta face. Mais tu ne regrettes pas ma sueur et mes efforts. En disant cela, j'ai retiré de mon annulaire la bague de fiançailles en diamant. La bague dont j'avais moi-même payé la moitié, parce que Marc se plaignait de ne pas avoir d'argent. J'ai jeté la bague directement sur la poitrine de Marc. Elle a rebondi et a roulé sur le plancher en bois, émettant un son sec et cliquetant, ne m'arrêtant pas là. Et je me suis tournée vers la pyramide de champagne de 7 étages. Composée de centaines de coupes en cristal scintillantes, d'une poussée ferme. J'ai renversé le tout. Fracas. Le bruit du verre brisé a été assourdissant. La pyramide s'est effondrée et le champagne rougeâtre s'est déversé, se répandant sur le sol comme du sang. Ma fureur avait atteint son zénith. Et par cet acte, j'ai réduit en poussière les illusions parasitaires de cette famille maudite. Ordure. Ai-je grogné en jetant le micro sur le sol avec un bruit sourd, après quoi je me suis retournée et je suis partie. Geneviève bouillait de colère. Son visage était pourpre. Elle s'est précipitée pour m'attraper par les cheveux en représailles. Espèce de garce. Tu oses ridiculiser ma famille. Je vais te tuer. Mais avant qu'elle n'ait pu toucher un seul de mes cheveux, un grand homme s'est mis en travers de son chemin. C'était mon père. André. Mon père est monté sur scène comme un général allant au combat, suivi de ma mère et de 2 de mes oncles solidement bâtis. Le visage de mon père était rouge de colère. Ses mâchoires serrées. Il a levé son bras nerveux et a repoussé avec force le bras de Geneviève. La poussée a été si forte que la vieille femme a titubé et a reculé de quelques pas, heurtant Marc. Essaye seulement de toucher à ma fille. La voix de mon père a grondé comme le tonnerre, pleine de l'autorité d'un homme endurci par la vie. Qui avait protégé sa famille toute sa vie, j'ai élevé ma fille. Je l'ai éduquée. C'est le joyau de notre lignée, et ce n'est pas pour que vous la piétiniez et la voliez. Mon père a pointé son doigt droit sur Marc, qui s'est recroquevillé comme un ver écrasé. Et toi, je pensais que tu étais un homme bien et honnête, et je t'ai donné ma fille. Il s'avère que tu es un lâche, cupide et ignoble. Tu laisses ta mère harceler ta femme. Tu essaies de lui voler sa maison et son argent. Ta pitoyable famille n'a pas le droit d'être une famille pour la lignée des Dubois. Endo. Geneviève essayait toujours de crier, la bouche pleine de prières, mais le cœur plein de couteaux. Faites attention à vos paroles. Votre fille est insolente et impolie envers sa belle-mère. Même un chien ne voudrait pas d'une telle fille. Hazelclade. Ma mère,
Eveine, qui avait toujours été douce et polie, cette fois-ci, n'a pas pu se retenir. Elle s'est approchée et lui a lancé à la figure. Il vaudrait mieux qu'un chien la prenne, plutôt que quelqu'un comme vous. Regardez-vous. Vous vouliez amasser une fortune à main nue? Le vol en plein jour a échoué. Alors maintenant vous allez jouer les victimes. Famille de la mariée. Où êtes-vous? Levez-vous tous et nous rentrons à la maison. Pas de mariage avec cette bande de sangsues. Unmusting. Au mot de ma mère, toute la famille de la mariée dans la salle s'est levée de son siège. Le bruit des chaises reculées, les chuchotements et les murmures se sont transformés en insultes ouvertes de la part de mes tantes et oncles, dirigées vers la famille du marié. Les invités du côté du marié et les amis de Marc étaient également désorientés. Beaucoup secouaient la tête d'incrédulité, ressentant de la gêne. Le merveilleux mariage s'était transformé en champ de bataille, et la famille du marié se tenait à l'épicentre de l'humiliation. Mon père a passé son bras autour de mes épaules, me protégeant de son dos large. Allons-y. Ma chérie, il n'y a pas de quoi pleurer. Se débarrasser de ces salauds est une bénédiction de nos ancêtres. Rentre chez tes parents. Anzoles. J'ai hoché la tête, le front haut. Je suis descendue de scène. Je ne fuyais pas. Je ne baissais pas la tête. J'ai soulevé ma lourde robe de mariée et j'ai marché fièrement entre les rangées de chaises, sous la protection de ma famille. De derrière, me parvenaient les cris et les lamentations de plus en plus faibles de Geneviève, la voix perçante de Monique et le silence impuissant de Marc. Je suis montée dans la voiture des jeunes mariés, celle-là même qui devait m'emmener chez mon mari, et qui me ramenait maintenant à la maison familiale. J'ai posé ma tête sur l'épaule de ma mère, en poussant un long soupir. Ma mère m'a caressé les cheveux. Ses yeux étaient rougis. Heureusement. Mon amour. Heureusement que vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire à la mairie. Aise. C'était une chance incroyable. Un miracle du destin. 1 mois plus tôt. Les 2 familles avaient convenu que le mariage aurait d'abord lieu et que la semaine suivante, nous irions à l'état civil pour régler les formalités. D'un point de vue légal, j'étais toujours une femme célibataire. Je n'étais pas encore liée à ce réseau de vils calculs. À cette pensée, un léger sourire de soulagement est apparu sur mes lèvres. Je m'étais moi-même reculée du bord du gouffre. De retour à la maison, la première chose que j'ai faite a été de défaire la fermeture éclair et de me débarrasser de ma robe de mariée. Cette éblouissante robe en dentelle me semblait maintenant lourde et kitsch. Je l'ai mise dans un grand sac poubelle noir et je l'ai jetée devant la porte avec toutes les photos de mariage où figurait Marc. Je n'ai rien gardé de ce qui lui appartenait. J'ai attrapé mon téléphone. L'écran s'est allumé avec plus de 60 appels manqués et des centaines de messages. WhatsApp, Facebook, SMS. Les notifications n'arrêtaient pas d'affluer. Tous de Marc, de Geneviève et de la sœur de mon ex-fiancé. Message de Marc. Juliette. Parce que tu as fait, tu m'as tuée. Maman a dû être admise à l'hôpital sous perfusion. Même si tu es en colère, tu n'aurais pas dû humilier ma famille comme ça devant tout le monde. Je t'en supplie. Réponds. Laisse-moi t'expliquer. Asmey. Message de Geneviève. Sale sorcière. Tu penses que l'annulation du mariage est la fin? Tu m'as ridiculisée. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu dois me rembourser l'argent pour le mariage. Enfised. Message de Monique. Tu as dépassé les bornes? Si tu n'as pas d'argent? Il fallait le dire. Tu es une femme radine et avare. Tu veux que mon frère reste vieux garçon? J'ai souri d'un air moqueur, sans répondre un seul mot. Mon doigt a glissé rapidement sur l'écran, bloquant de sang-froid tous leurs numéros de téléphone et leurs comptes sur les réseaux sociaux. La meilleure façon de se débarrasser des ordures n'est pas de les ramasser, mais de les jeter à la poubelle et de fermer le couvercle. Mais je connaissais parfaitement la nature de cette famille, tenace comme des sangsues, ayant perdu une mine d'or comme moi. Ils n'allaient certainement pas abandonner sans se battre. Je devais me protéger avant qu'ils ne puissent faire plus de dégâts. J'ai tout de suite appelé un serrurier. Moins de 30 minutes plus tard, la serrure haut de gamme de mon appartement
a été complètement remplacée. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai également demandé de la remplacer par une serrure mécanique multicouche résistante aux effractions. Après avoir réglé les affaires de porte, j'ai imprimé 3 photos claires de Marc, Geneviève et Monique, et je suis descendue par l'ascenseur directement au bureau de gestion de l'immeuble et à la loge. J'ai posé les 3 photos sur la table avec un visage très sérieux, et j'ai dit au chef de l'équipe de sécurité: « Regardez attentivement ces 3 visages. À partir de maintenant, ces 3 personnes constituent une menace extrême pour ma sécurité. Interdiction absolue d'entrer. S'ils traînent dans le hall et demandent à monter à mon étage, ne leur donnez sous aucun prétexte la carte de l'ascenseur. S'ils font un scandale, appelez immédiatement la police. » Le vigile a hoché la tête et a épinglé les 3 photos sur le panneau d'affichage dans le poste de garde. Je suis retournée dans l'appartement. J'ai verrouillé toutes les serrures. Je me suis servi un verre de vin rouge et je me suis installée sur le confortable canapé. Le silence m'a envahi. De la rouée. On n'entendait que le bourdonnement des voitures. On n'entendait pas les soupirs de Marc. Je ne sentais pas le regard de Geneviève sur moi. Cette maison était à moi. Cette vie était à moi. Le sentiment de m'être débarrassée d'un fardeau de 1000 tonnes était si rafraîchissant que j'avais envie de rire. Mais je ne savais pas encore que la cupidité humaine, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, se transforme en une ignoble cruauté. La véritable guerre ne faisait que commencer. Le lundi matin, Paris m'a accueilli avec de la bruine. Le froid caractéristique du début de l'hiver pénétrait à travers les couches de vêtements. Je suis entrée dans le hall de l'immeuble de bureau où se trouvait mon entreprise. Les chuchotements sur le mariage de samedi étaient sûrement déjà parvenus aux oreilles de mes collègues, mais je ne m'en souciais pas. En tant que femme qui a construit sa carrière à partir de zéro, atteignant le poste de cadre supérieur dans une grande multinationale de l'électronique, j'avais assez de force pour séparer mes problèmes personnels de mon professionnalisme au travail. Je me suis fait un expresso sans sucre. Amer mais hevigorant. Je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rattraper mon retard dans mes emails. Tout semblait revenir sur sa voie paisible et sûre, mais j'avais sous-estimé l'effronterie des gens sans honneur. Dans la vie, les plus effrayants ne sont pas les gens méchants, mais ceux qui sont à la fois avides et aiment jouer les victimes. À 10h pile, alors que je dirigeais une téléconférence avec la succursale du sud du pays, quelqu'un s'est mis à frapper violemment à la porte de mon bureau. Mon assistante, Camille, pâle comme un mur, a fait irruption. Sa voix tremblait. Madame Juliette. Descendez immédiatement à la réception. Une famille fait un scandale. Ils pleurent et crient. La sécurité ne peut pas les arrêter, car ils s'allongent par terre. End of one. Mes sourcils ont légèrement tressailli. Une famille, ma famille à Paris. Ce ne sont que mes parents et mes 2 oncles. Ce sont tous des gens éduqués et calmes. Jamais de la vie ils ne viendraient dans mon entreprise pour s'allonger par terre. Un pressentiment s'est fait jour dans ma tête. J'ai refermé mon ordinateur. Le visage glacial. Je suis sortie de mon bureau. Dès que je suis sortie dans le couloir près de la réception, un vacarme chaotique et assourdissant m'a frappée. L'odeur des parfums bon marché se mêlait à l'odeur de moisi des imperméables, dans l'espace élégant et calme, parmi les parois de verre scintillantes de l'entreprise. Geneviève était assise au milieu du sol, les jambes tendues devant elle, frappant des poings sur le sol en marbre. Elle portait un chemisier fleuri coloré, ses cheveux bouclés étaient ébouriffés. Et à côté d'elle se tenait nul autre que Marc. Cet homme ignoble que j'avais failli appeler mon mari, il se tenait recroquevillé, la tête baissée, essuyant de temps en temps les coins de ses yeux, comme s'il était très lésé. Ortiel. Ô terreux. Les gens. Regardez. Une si grande entreprise, et elle garde une telle canaille. Une telle femme éhontée et vile. Hurlait Geneviève. Sa voix aiguë, digne d'une opérette de foire, tu résonnais dans tout le hall ouvert, faisant que des dizaines d'employés des autres départements passaient la tête pour voir ce qui se passait. Où est cette Juliette Dubois? Si tu as du cran, en montre ton visage. Tu as trompé mon fils. Tu as couché avec lui jusqu'à t'enlacer.
Et le jour du mariage, tu lui as versé un seau d'eau grasse dessus. Tu en as un nouveau. Tu as jeté l'ancien. Tu as méprisé notre pauvre famille. Parce que tu t'es trouvé un directeur dans cette entreprise. N'est-ce pas? Oh mon Dieu! Mon fils est si bon et honnête. Et cette sorcière l'a escroqué de son amour et de son argent. Elle l'a humilié devant toute la famille, criait-elle, les larmes et la morve coulant sur son visage, jouant le rôle de la malheureuse vieille mère, piétinée par sa presque belle-fille. D'une manière digne d'un Oscar, Marc se tenait à côté, tirant sa mère par le bras, faisant semblant de chuchoter. « Maman, arrête. Les gens se moquent. Puisque l'amour est fini, c'est comme ça. Je vais supporter la perte. Anthony Penton. Vraiment. S'il existait un Oscar dans la catégorie du comédien le plus effronté de l'année, je paierais moi-même pour la statuette en or et la remettrais à ces deux-là. » Ils utilisaient la tactique typique des rustres du marché, au voleur, en criant le plus fort. Ils voulaient faire pression sur moi avec l'opinion publique, utiliser mon honneur sur mon lieu de travail pour me briser, à me forcer à m'excuser, à négocier, ou au moins, à payer une certaine somme pour acheter leur silence. Ils pensaient qu'une femme de la trentaine à un poste élevé, avec une fierté grande comme une montagne, serait effrayée par une telle scène d'humiliation publique. Je me suis tenue debout, les bras croisés, appuyée contre la paroi de verre, à environ 3 mètres d'eux, avec un regard froid et calme comme la surface d'un lac en hiver, et j'ai simplement regardé comment ils jouaient leur farce. Je ne me suis pas précipitée pour répondre, je n'ai montré aucune nervosité. Je voulais voir où se situait la limite de l'effronterie. Geneviève, voyant que j'étais apparue, a eu une étincelle de satisfaction extrême dans les yeux. Elle pensait que j'étais tombée dans le piège. Elle s'est appuyée sur ses mains, s'est levée et s'est dirigée vers moi. Son gros index, orné d'une grosse bague en or de mauvais goût, était pointé directement sur mon visage, continuant ses hurlements avec un volume doublé. « Regardez-la. Regardez ce visage. Elle a fait une chose si ignoble. Elle a trahi mon fils. Et son visage est impassible comme de la pierre. Rends son honneur à mon Marc. Répare les torts moraux de ma famille immédiatement. Sinon, je viendrai ici tous les jours et je te stigmatiserai publiquement. Nous verrons si cette entreprise osera garder une employée aussi immorale et éhontée. Burdess. Camille, mon assistante qui se tenait derrière moi, était tellement furieuse qu'elle a failli se mettre à pleurer. Elle voulait répondre quelque chose. Mais je l'en ai empêchée d'un geste de la main. J'ai délicatement lissé les plis de ma veste. J'ai fait un pas en avant. Et le claquement de mes talons sur le sol a été sec et froid. Un son, bien que faible, qui portait en lui l'autorité d'une personne dominant la situation. J'ai regardé Geneviève droit dans les yeux. Les coins de ma bouche se sont soulevés en un sourire plein d'un mépris extrême. « Avez-vous terminé votre spectacle ?» Ma voix a résonné. Ni forte, ni faible, sans crier. Mais chaque mot tombait comme des pierres glacées, lancées directement à son visage. Si vous avez terminé votre spectacle, veuillez reculer, afin que votre salive ne salisse pas le sol de mon entreprise. Honestly, Geneviève a eu le souffle coupé. Son visage, rouge à force de crier, s'est soudainement figé. Elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse de manière aussi indifférente et mordante. Elle a voulu ouvrir la bouche pour continuer à jurer. Mais j'ai levé la main. J'ai regardé ma montre. Et mon regard s'est porté sur Marc. Celui qui, jusqu'à présent, se tenait la tête baissée, jouant le rôle de l'homme en souffrance. Et vous, monsieur Marc? Ai-je grogné, chaque mot tranchant comme un rasoir? Vous avez amené votre mère ici pour extorquer des dommages et intérêts. Des dommages et intérêts pourquoi? Pour la tentative ratée de vous emparer effrontément de mon appartement d'1,5 million d'euros? Ou peut être parce que je n'ai pas voulu donner 5 000 € chaque mois pour l'entretien de votre sœur paresseuse. Vous portez un pantalon? Ou êtes-vous une sangsue enveloppée dans des chiffons? Mes paroles ne nécessitaient pas un volume élevé, mais étaient suffisamment claires pour que tous les employés autour les entendent distinctement. Les chuchotements ont commencé à changer de direction.
Les regards curieux se sont transformés en regards pleins de dégoût, dirigés directement vers la mère et le fils. Marc a tressailli. Son visage, pâle comme la mort, est devenu pourpre de honte. Il a reculé d'un pas. Son regard errait, et il balbutia. Toi. Toi. Parle avec respect. Ne diffame pas. Ne diffame pas. On sait. J'ai éclaté d'un rire amer. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dans cette entreprise, les gens travaillent avec leur cerveau, et non avec des larmes de crocodile. Indara. À ce moment, du couloir de gauche est sortie Elisabeth, la directrice des ressources humaines et vice-présidente de la succursale. Elisabeth, une femme de la cinquantaine, connue comme la dame de fer dans le monde des affaires. Brillante, juste et extrêmement protectrice envers ses employés. Vêtue d'une robe noire, avec un maquillage parfait, elle marchait lentement, mais ses pas portaient un poids énorme. Derrière elle marchait le chef de la sécurité du bâtiment et 3 grands vigiles solidement bâtis. Elisabeth s'est arrêtée juste devant Geneviève, a croisé les bras sur sa poitrine et l'a jaugée d'un regard méprisant de la tête aux pieds. La vieille femme se tenait la bouche ouverte. « Je suis la directrice de cette entreprise. Que se passe-t-il ici pour que vous fassiez un scandale sur notre propriété privée ?» La voix d'Elisabeth était calme, mais extrêmement ferme. Geneviève, voyant que quelqu'un de la direction était apparu, a pensé qu'elle avait trouvé une bouée de sauvetage. Elle s'est tapée sur les cuisses et s'est assise par terre, prête à continuer sa farce. « Oh, Madame la directrice, vous devez prendre notre parti. Cet employé a escroqué. »« And off too. »« Silence !» a crié Elisabeth avec une telle froideur que Geneviève, qui ouvrait déjà la bouche, en a eu la mâchoire décrochée. Sa lamentation larmoyante s'est étranglée dans sa gorge. « Pensez-vous que c'est votre marché ? Vous dites que Juliette a escroqué ? Madame Dubois travaille sous ma direction depuis 10 ans. Depuis ses stages ? Quel est son caractère ? Combien elle gagne ? Quelles sont ses compétences ? Toute l'entreprise le sait mieux que vous. » Elisabeth a fait un pas en avant. Son regard, tranchant comme un couteau de boucher, s'est enfoncé directement dans le visage de Marc. « Et vous, en tant qu'homme, au lieu de travailler, vous vous accrochez aux jupes de votre mère et vous venez dans l'entreprise d'une femme pour faire un scandale. Samedi au mariage, le département des ressources humaines et moi-même étions également présents. Ces 3 conditions de vol pures et simples que votre famille a présentées sur scène ont été entendues par des centaines d'invités. Voulez-vous que je sorte l'enregistrement vidéo et que je le montre ? Le vol a échoué. Alors maintenant vous venez mordre ici. Hall. » Un murmure a parcouru tout le hall. Les paroles d'Elisabeth ont été comme un coup de marteau directement sur le faux masque de la mère et du fils. Les chuchotements se sont maintenant transformés en insultes ouvertes. Le chef du département marketing, connu pour son sens de l'humour, n'a pas pu se retenir et a dit à voix haute « Eh bien, et ça alors ?» Alors il voulait plumer notre chef Juliette. Il a l'air d'un si gentil garçon. Et c'est un tel parasite. C'est bien que Madame Juliette l'ait largué. Avec un tel fardeau à ses côtés, elle n'aurait fait que faire faillite. Ou Hélène, de la comptabilité, est également intervenue, jetant un regard méprisant à Geneviève. « Madame, rentrez chez vous et jouez vos scènes là. Dans notre entreprise travaillent des gens éduqués. Personne ne se laissera berner par vos trucs bon marché. Vous vouliez extorquer de l'argent à notre chef. Mauvaise adresse. Igadoes. » Marc, humilié et embarrassé, voulait disparaître sous terre. Il a tiré sur les pans de la veste de Geneviève et a sifflé entre ses dents serrées. « Maman, lève-toi. On s'en va. Tu veux rester ici et écouter comment on nous insulte. » On le cly. Mais Geneviève, avec l'avidité et l'obstination enracinées profondément dans sa nature, essayait toujours de sauver les restes de son honneur. Elle s'est levée, a mis les poings sur les hanches et a pointé le doigt sur Elisabeth et moi. « Alors c'est une clique. Vous vous défendez les unes les autres.
Vous utilisez votre supériorité numérique pour opprimer les faibles. Vous avez de l'argent? Alors vous méprisez les gens. N'est-ce pas? Je vais vous dire quelque chose. Si Juliette Dubois ne répare pas les torts faits à ma famille, je mettrai tout sur Internet. Je ferai de sa vie un enfer. Qu'elle ne puisse pas relever la tête. Anzit. J'ai soupiré lourdement, secouant la tête d'incrédulité. J'avais perdu patience. Chef de la sécurité. Elisabeth ne perdait plus de temps à discuter. Elle a fait un signe de tête vers les vigiles imposants. L'entreprise n'a pas l'obligation d'accueillir des personnes non autorisées. Veuillez escorter ces 2 personnes hors du bâtiment. S'ils résistent, veuillez signaler immédiatement à la police pour trouble de l'ordre public. Is naughty. 3 vigiles se sont immédiatement approchés. Sans un mot. Chacun a attrapé un bras de Geneviève et de Marc, et les ont traînés sans cérémonie à travers les portes à tambour. Geneviève se débattait. Ses talons aiguilles bon marché sont tombés sur le sol. Et de sa bouche continuaient à couler des malédictions. « Lâchez-moi. Voyous. Juliette. Attends. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu finiras mal. » Marc. Quant à lui, grimaçait, se couvrant le visage pour que personne ne le prenne en photo, et marchait comme un chien la queue entre les jambes. Les cris de Geneviève se sont tus, jusqu'à finalement disparaître lorsque les épaisses portes en verre du bâtiment se sont fermées. Le hall de réception a retrouvé sa tranquillité d'origine. J'ai regardé la silhouette absurde de la mère et du fils être jetés à la rue, et j'ai ressenti de la chaleur dans mon cœur, ainsi qu'une immense gratitude. Je me suis tournée vers Elisabeth. J'ai légèrement incliné la tête. Je vous demande pardon. Je m'excuse auprès de tous que mes affaires personnelles aient perturbé le travail de l'entreprise. Ouais. Elisabeth m'a tapoté l'épaule. Son sourire sévère a été remplacé par la compréhension et la sollicitude d'une grande sœur. Il n'y a pas lieu de s'excuser. Toute femme dans la vie peut marcher dans la merde. L'important est de se laver les pieds et de continuer. C'est bien que tu aies repris tes esprits à temps. Car amener cette peste à la maison aurait détruit 10 ans de ton dur labeur. Et maintenant, dispersez-vous. Retournez au travail. Is dest. Tout le monde s'est dispersé. N'oubliant pas les hochements de tête réconfortants dans ma direction, je suis retournée dans mon bureau. J'ai fermé la porte. Le bouclier protecteur de la part de mes collègues et de l'environnement de travail professionnel m'avait aidé à repousser la première attaque sale de la part de la famille de Marc. Mais au fond de mon âme, l'intuition me disait que les dernières paroles de Geneviève n'étaient pas une menace en l'air. Leur cupidité s'était transformée en haine, et la haine des petites gens va toujours de pair avec les méthodes les plus viles. Quelques mois ont passé. Le rude hiver parisien a cédé la place à de chaudes bruines printanières. Ma vie est lentement revenue sur sa voie paisible. Les blessures infligées par la trahison et les calculs ignobles de Marc ne m'avaient pas brisée. Au contraire, elles ont agi comme un vaccin puissant, qui m'a rendue plus dure, plus froide et plus réaliste que jamais. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail. Bûchant jour et nuit sur de grands projets de l'entreprise, l'argent sur mon compte augmentait. Je me récompensais par des visites au spa et des dîners dans des restaurants de luxe. Sans homme, je vivais toujours comme une reine dans mon propre royaume. Et puis Pierre est apparu. Son apparition n'avait rien d'un scénario dramatique et romantique, comme dans une série télévisée. Tout s'est déroulé de manière extrêmement naturelle, sèche et dans un climat purement professionnel. Mon entreprise négociait la fourniture d'un système de sécurité intelligent pour un projet de résidence de luxe à Neuilly-sur-Seine. Pierre était le directeur général du côté de l'investisseur, le partenaire direct avec lequel je devais travailler. La première fois que je l'ai rencontré dans la salle de conférence, la première impression que j'ai eue de Pierre, c'est celle d'un homme dans la quarantaine, dans une chemise bleu marine aux manches retroussées, sans cravate, avec des traits de visage anguleux et des yeux profonds et calmes. Contrairement aux hommes qui aiment se pavaner et s'afficher dans le monde des affaires, Pierre parlait très peu, mais chacun de ses mots était tranchant et allait au cœur du problème. Il n'avait pas en lui cette fausse humilité et cette envie de plaire comme Marc. Pierre émanait de calme et de stabilité, comme un vieux chêne puissant qui a survécu à de nombreuses tempêtes et se tient toujours inébranlable.
Le projet a duré de nombreux mois. Nous nous rencontrions sans cesse. Des réunions tendues sur le chantier poussiéreux aux négociations de contrats tardives dans des cafés calmes. Lentement, nos conversations ont cessé de concerner uniquement les chiffres, les dessins techniques ou les protocoles de réception. Un soir de fin avril, après avoir finalisé le dernier avenant au contrat, nous sommes restés dans un petit café, dans l'une des rues de Paris. Je venais de subir une violente attaque de maux d'estomac due au fait d'avoir bu trop de café noir et sauté des repas. Alors que je me penchais, me tenant le ventre, le front couvert de sueur froide, j'ai levé la tête et j'ai vu que Pierre avait posé devant moi une tasse de thé chaud à la camomille avec du miel et un croissant chaud. « Bois, tu vas te réchauffer », a dit Pierre avec indifférence. Son regard n'exprimait pas la pitié, mais la subtilité de quelqu'un d'expérimenté. Une femme indépendante ne signifie pas qu'elle doit se tourmenter. L'argent se gagne pour vivre, pas pour se tuer. Honnête. Sa courte phrase m'a ébranlée. Au cours des 8 dernières années, j'avais toujours essayé d'être une femme forte, de gagner de l'argent, de m'acheter une maison, de prendre soin de moi-même. Marc m'avait vu une fois avoir mal à l'estomac. Mais il a seulement dit « Tiens bon, nous achèterons bientôt une voiture ». Il considérait mon sacrifice comme une chose évidente, qui devait servir notre avenir commun. Et en réalité, cela servait la cupidité de sa famille. Et Pierre avait vu la fatigue qui se cachait derrière ma façade parfaite. J'ai commencé à m'ouvrir à Pierre. De brefs déjeuners. Des messages demandant comment je me sentais. Sans être envahissant. Mais toujours au bon moment. Nous avons parlé de la vie, de la philosophie des affaires, et parfois des échecs. Quand j'ai parlé à Pierre de mon mariage raté avec la famille de Marc, sur un ton ironique, je m'attendais à ce qu'il me juge ou se sente mal à l'aise. Mais non. Pierre a simplement écouté en silence, faisant tourner le verre dans sa main. Puis il a souri et a dit « En fait, tu devrais remercier cette belle-mère. Si elle n'avait pas été si cupide et stupide pour révéler sa vraie nature sur scène, tu aurais peu être maintenant à entretenir 3 bouches parasitaires. Les ordures qui ont dérivé, qu'elles continuent à dériver. Un nouveau courant viendra. » Amina. La façon dont Pierre voyait le problème m'a fait ressentir un immense soulagement. Avec lui, je n'avais rien à prouver. Je n'avais pas à m'inquiéter s'il profiterait de ma fortune ou non, car lui-même était extrêmement prospère. La chaleur et la maturité de Pierre ont été comme une brise fraîche qui a lentement dissipé les derniers nuages sombres de mon âme, mon cœur, qui semblait gelé sous de nombreuses couches d'acier, a commencé à battre au rythme d'une véritable émotion. Nous avons commencé à sortir ensemble. La relation de 2 adultes, sans bruit, sans s'afficher, mais profonde et pleine de compréhension. Mais la vie n'est pas une simple ligne rose. Alors que je profitais de la paix et commençais à construire un nouvel avenir, les fantômes du passé ont commencé à ramper hors des ténèbres, montrant leurs crocs et leurs griffes. Essayant de m'entraîner à nouveau dans le bourbier, tout a commencé par de très petits signes. Si petits qu'au début j'ai cru que ce n'étaient que des incidents aléatoires de la vie urbaine. C'était un matin de la mi-mai. Je suis descendue dans le garage souterrain pour prendre ma Mercedes pour aller au travail. Dès que j'ai démarré le moteur, le système d'avertissement de pression des pneus sur le tableau de bord s'est allumé en rouge. Le pneu arrière côté passager était complètement à plat. Irrité. J'ai appelé un mécanicien pour remplacer la roue par la roue de secours. Après une inspection minutieuse, il s'est avéré qu'un clou rouillé de 3 cm était enfoncé dans le pneu. J'ai seulement soupiré, pensant que j'avais manqué de chance et que j'avais roulé sur un clou la veille sur le chantier. Mais 3 jours plus tard, la situation s'est répétée. Cette fois-ci, ce n'était pas un clou sur la route, mais mon pneu avait été entaillé avec un outil tranchant sur la longueur d'une main, juste au bord de la jante. Lorsque je me suis garée brièvement devant le salon de beauté pour récupérer quelque chose, le coupable a agi très rapidement. En seulement 15 minutes, quand j'ai disparu de la vue, le pneu onéreux était à jeter. Ensuite, les appels anonymes ont commencé. D'abord en début de soirée, puis la fréquence a augmenté et s'est déplacée au milieu de la nuit. À 2 heures du matin,
Alors que je plongeais dans un sommeil profond, après une journée de travail fatigante, le téléphone a sonné. Le son de la sonnerie dans le silence de la nuit donnait des frissons. J'ai décroché le téléphone. Sur l'écran n'apparaissait que l'inscription, numéro inconnu. J'ai répondu « Allô ?» De l'autre côté, le silence. Pas de voix. Seulement des halètements lourds et des bruits de bruissement, comme le frottement d'un tissu. J'ai froncé les sourcils et j'ai redemandé « Qui est à l'appareil ?» À nouveau des halètements. Puis le long signal d'interruption de la communication. La nuit suivante. Le scénario s'est répété. À 3 heures du matin, le téléphone a sonné. Cette fois, en plus des halètements, on entendait un rire silencieux, étouffé, comme s'il venait d'entre les dents, qui faisait dresser les cheveux sur la tête. J'ai raccroché et j'ai immédiatement activé le mode « Ne pas déranger », ne répondant qu'aux appels de ma liste de contacts. Mais le harcèlement ne se limitait pas au monde virtuel. J'ai commencé à avoir l'impression d'être suivie, que ce soit au supermarché, au déjeuner avec des collègues, ou en conduisant sur des routes vides, dans le rétroviseur. Je voyais toujours l'ombre d'une personne portant une cagoule sur un scooter rouge cabossé. Se tenant à une distance de sécurité, chaque fois que je me rangeais sur le côté ou que je m'arrêtais délibérément pour vérifier. Ce scooter tournait dans une ruelle latérale et disparaissait sans laisser de traces. Une atmosphère tendue et étouffante a commencé à s'infiltrer dans ma vie. La fatigue mentale pompait mon énergie chaque jour. Une femme, même avec des nerfs d'acier, face à des attaques invisibles et ignobles sortant de l'ombre, ne peut éviter un sentiment d'anxiété. L'intuition de quelqu'un qui évolue depuis longtemps dans les affaires me disait que ce n'étaient pas des blagues d'adolescents, ni de simples agressions. Quelqu'un voulait me terroriser psychologiquement, me forcer à vivre dans la peur et dans une confusion extrême. Et dans ce pari, quelqu'un qui avait assez de haine, de temps libre et de mesquinerie pour faire de telles choses. N'était autre que cette famille maudite avec laquelle j'avais rompu les fiançailles quelques mois auparavant. La mère et le fils. Geneviève. J'ai décidé de ne pas me taire et de ne pas souffrir en silence. J'en ai parlé à Pierre pendant le dîner. Contrairement à l'indignation typique des autres hommes, Pierre ne s'est pas mis en colère. Il a posé sa fourchette, s'est essuyé la bouche. Et dans ses yeux a brillé la perspicacité d'un vieux loup des affaires, les chiens ennemis acculés, ne pouvant mordre, essaient de te renverser, ou veulent te conduire à un état de panique pour qu'il soit plus facile de te manipuler. A analysé Pierre d'une voix calme. Tu ne peux pas le signaler à la police maintenant. Signaler un pneu crevé ou des appels anonymes sans preuve concrète ne servira à rien. Ils vont noter et classer. Cela ne fera que les effrayer. Et ils se cacheront mieux et frapperont encore plus bas. Homsena. Alors que dois-je faire? Les laisser me terroriser ainsi? J'ai froncé les sourcils. Pierre a tendu la main par-dessus la table, a attrapé ma main légèrement froide et l'a serrée de manière rassurante. Plus tu es nerveuse, plus ils sont satisfaits. Ils veulent jouer à cache-cache dans le noir. Très bien. Alors nous les éclairons avec des projecteurs. Je vais trouver un moyen. Mais avant que nous ayons pu mettre en œuvre le plan d'éclairage au projecteur, ceux qui se cachaient dans l'obscurité ont eux-mêmes sauté en pleine lumière, mettant en scène la scène de représailles la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. Ce soir-là, Pierre avait réservé une table dans un luxueux restaurant français sur le toit d'un hôtel 5 étoiles au centre de Paris. La lumière dorée et chaude des lustres en cristal, le son mélodieux des violons. Je portais une fine robe en soie, couleur bordeaux, les cheveux lâchés sur les épaules. Je souriais, portant un toast avec Pierre, une coupe de vin rouge à la main. Tout était si romantique et paisible que j'avais un instant oublié ces horribles harcèlements des dernières semaines. Au moment où le serveur posait sur notre table un steak grillé parfumé, un bruit provenant de l'entrée du restaurant a ruiné toute l'atmosphère exclusive. Toi. Putain et honté. Rends la jeunesse à mon frère. Une voix féminine aiguë a retenti, interrompant la mélodie des violons. Surprise. Je me suis retournée et j'ai regardé au-dessus des rangées de regards étonnés et agacés des invités élégants.
2 silhouettes se précipitaient droit vers notre table, repoussant le directeur du restaurant qui tentait de les arrêter. C'étaient Geneviève et Monique. Oh mon Dieu! Elles étaient habillées négligemment. Geneviève portait une chemise froissée, et Monique un short bon marché et un t-shirt. Dans sa main, elle tenait un grand gobelet d'eau, qu'elle avait probablement arraché au bar à l'extérieur. Leurs visages brûlaient d'une fureur meurtrière, les yeux injectés de sang. Elles ressemblaient à des bêtes affamées qui avaient trouvé une proie à déchiqueter. Elles m'avaient certainement suivi depuis l'entreprise jusqu'ici. Avant que je n'aie eu le temps de me lever, Monique s'est précipitée vers moi et m'a versé le gobelet d'eau dessus. La force était si grande que l'eau a éclaboussé directement mon visage, mouillant la moitié de mon décolleté et ma robe en soie onéreuse. « Sale garce !» a hurlé Monique, en pointant son doigt directement sur mon visage. « Tu étais la future femme de mon frère. Tu l'as larguée pour aller avec ce vieux sponsor? À l'entreprise, tu joues la sainte nitouche. Et dehors, tu couches avec des inconnus pour de l'argent. » And the four. Geneviève s'est immédiatement jointe à elle. Elle a commencé à taper sur ses cuisses, les larmes et la morve coulant sur son visage, entamant la farce bien connue de la victime lésée dans un lieu public. Oh ciel! Oh terre! Les gens, regardez. Ma belle-fille s'est enfuie de sa famille avec son amant. Mon fils l'aimait plus que sa propre vie, et elle a soutiré tout l'argent de notre famille. Puis elle l'a fait cocu. Et cet homme qui est assis ici a volé la femme d'un autre et a l'audace de s'asseoir ici avec une mine si effrontée. Aïtaro. Le restaurant entier s'est figé. Les chuchotements et les discussions ont commencé. Quelques clients étrangers à la table voisine ont froncé les sourcils d'agacement. J'ai essuyé de ma main les gouttes d'eau froide qui coulaient sur mon visage. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de ma fureur montante. Je voulais prendre ma coupe de vin et la verser directement dans les bouches menteuses de cette mère et de cette fille. Mais une grande main chaude s'est posée sur mon épaule, me retenant. C'était Pierre. Il n'était pas du tout confus ni impulsivement en colère. Il s'est levé calmement, a sorti un mouchoir en soie de la poche de sa veste et a délicatement essuyé l'eau de mon front. Ensuite, il a sorti son téléphone et s'est adressé au directeur du restaurant, qui se tenait à côté, en sueur. Sa voix était basse et pleine d'une autorité meurtrière. « Directeur d'un restaurant 5 étoiles, comment gérez-vous la sécurité? Pour que 2 personnes mentalement malades, mal élevées, sorties d'une poubelle quelconque, fassent irruption ici et harcèlent des clients VIP, je vous donne exactement 1 minute pour appeler la sécurité et jeter ces 2 folles dehors. Sinon, demain, l'avocat de ma société enverra une lettre de mise en demeure contre cet hôtel pour ne pas avoir assuré la sécurité de ses clients. » Le directeur, pâle comme un mur. Il a immédiatement commencé à crier dans son talkie-walkie, appelant la sécurité. Geneviève, voyant que Pierre n'était pas seulement nullement gêné, mais qu'il montrait du mépris, est entré dans une rage folle et s'est précipité pour l'attraper par le col. Sell loud. Tu défends cette garce? Tu crois que je ne vais pas démolir cette table? Démolis-la. A souri Pierre d'un sourire froid comme la glace. Il a sorti son portefeuille, en a tiré une épaisse liasse de billets, et l'a jetée sur la table. Pour chaque assiette cassée, je paierai le restaurant. Mais si tu me touches d'un seul doigt, je te garantis que demain, toute ta famille se retrouvera à la rue pour tentative de coups et blessures et diffamation. Il y a 4 caméras pointées directement sur ton visage. Stupide vieille femme. Anfimsk. Les mots de Pierre ont été comme un seau d'eau glacée versé sur la tête de Geneviève. Elle s'est figée, sa main suspendue en l'air, tremblante. Monique a également pâli, jetant un coup d'œil oblique aux caméras au plafond. La nature des rongeurs sournois est extrêmement lâche face à la loi et aux personnes possédant un véritable pouvoir. À ce moment-là, 6 imposants agents de sécurité de l'hôtel, en uniforme noir, y ont fait irruption, sans ménagement. Ils ont tordu les bras de Geneviève et de Monique dans leur dos. Lâchez-moi. Voyeuse. Juliette. Attends. Je montrerai au monde entier ton vrai visage.
hurlait Monique à s'en écorcher la gorge. Alors qu'elle était traînée vers l'ascenseur. Geneviève se débattait comme un cochon ficelé, jurant de manière incohérente. Le restaurant n'a retrouvé son calme qu'après quelques minutes. Le directeur n'arrêtait pas de s'incliner et de s'excuser. Proposant un repas gratuit et une bouteille de vin excellent, Pierre a fait un geste de la main. A reculé la chaise pour moi. A enlevé sa veste et a couvert mes épaules mouillées et froides. « Tout va bien ?» a demandé Pierre. Son regard était plein de sollicitude, mais extrêmement ferme. « Tout va bien. » J'ai serré le poing, jusqu'à en grincer des dents. Dans mes yeux sont apparus des éclairs tranchants et impitoyables. Mais pour eux, ça ne va pas bien se passer. J'en ai assez de supporter. Il est temps de détruire ce nid d'araignées. Pierre. Ezri crie. Pierre a hoché la tête. Les coins de sa bouche se sont soulevés en un sourire dangereux. Notre silence à ce moment-là était le silence avant la tempête. La préparation du lancement du filet le plus impitoyable et le plus définitif. Après que la scène au restaurant eut été interrompue de façon humiliante, j'ai pensé que la mère et la fille, Geneviève et Monique, seraient effrayées et reculeraient. Mais non. Cette vieille femme et sa fille paresseuse ont déplacé le front de la bataille. Elles avaient compris qu'une attaque directe dans des endroits avec sécurité et caméra était se tirer une balle dans le pied. Elles ont donc utilisé l'arme la plus vile et la plus sale de l'ère du 4.0. Les réseaux sociaux, les griffes de ceux qui se cachent derrière un clavier, ont commencé à gratter. Quelques jours après la scène de jalousie ratée, mon téléphone a commencé à vibrer dès le petit matin. Ce n'étaient pas des messages professionnels, mais une série de notifications, d'identifications et de partages de la part d'amis et de quelques collègues proches. Camille, mon assistante, et m'a envoyé une pile de captures d'écran avec un message terrifié. Madame Juliette, quelqu'un fait une campagne de diffamation contre vous sur de grands groupes de potins. Regardez immédiatement. Leaks from. J'ai froncé les sourcils et j'ai cliqué sur le lien envoyé par Camille. Un long post sur le groupe « Confession d'Ève et potin de tromperie ». Il y avait une photo prise en cachette, où moi et Pierre sortions du hall de l'entreprise. La photo était floue, mais suffisamment claire pour que mes connaissances me reconnaissent. Le titre du post était écrit en grandes lettres rouges. Ça puait le putaclic bon marché. Le vrai visage de la cadre supérieure qui a largué un pauvre type pour un riche sponsor. En dessous se trouvait une histoire fabriquée de manière si effrontée et parfaite, que si je n'avais pas été le personnage principal, j'y aurais cru moi-même. Le poste me présentait comme une chercheuse d'or inversée, qui avait simulé l'amour pour un pauvre ingénieur. C'est, à dire, Marc, pendant de nombreuses années, pour exploiter la sollicitude de sa famille, et juste avant le mariage, quand j'avais réussi à séduire un riche directeur. C'est, à dire, Pierre. J'avais orchestré la scène avec le seau d'eau grasse. J'avais humilié ma belle-mère sur scène pour courir vers mon amant, avec la conscience tranquille. De plus, ce faux conte, un clone nouvellement créé nommé Fleur de Cactus, jurait que j'avais supplié la famille du marié de me pardonner, mais qu'il ne m'avait pas pardonné. Alors j'avais commencé à mordre. J'ai fait défiler vers le bas jusqu'aux commentaires. Les réseaux sociaux sont une volée de vautours, assoiffés de sang, des milliers de j'aime, de partages, et des dizaines de commentaires, me maudissant avec les mots les plus vulgaires. Ces femmes-là, on devrait les raser et les enduire de goudron. Je plains le fiancé trompé. Heureusement qu'il s'est libéré de cette garce. Avec un tel visage diabolique, on voit que c'est une prostituée de luxe. Le sang m'est monté à la tête. Mon cerveau brûlait. Mes tempes battaient violemment. Pendant plus de 10 ans de lutte dans le monde des affaires, je n'avais jamais eu à endurer une pression aussi sale et dégoûtante. Les rumeurs malveillantes étaient comme un acide invisible qui rongeait mon honneur et la réputation que j'avais bâtie de toute ma jeunesse. J'ai immédiatement pris des captures d'écran. J'ai sauvegardé tous les liens. Mes mains tremblaient de fureur. Je voulais tout de suite appeler l'avocat de l'entreprise pour qu'il prépare une plainte et signale l'affaire directement à la brigade de cybercriminalité. J'allais déjà attraper les clés de ma voiture pour courir dehors, quand Pierre a ouvert la porte de mon bureau, a vu mon visage pâle et mes yeux injectés de sang.
a délicatement pris les clés de ma main et m'a assise sur le canapé. « Tu veux signaler ça à la police maintenant ? N'est-ce pas ? A demandé Pierre. Sa voix était basse, calmée, mais extrêmement tranchante. Je ne peux pas laisser ça comme ça. J'ai grincé des dents. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait. Il me dit femme. Me calomnie sur tous les forums. Comment mes collègues et mes partenaires commerciaux me regardent-ils maintenant ? Je dois les poursuivre pour diffamation. Les mettre en prison. Handsome. Pierre m'a versé un verre d'eau tiède. Il s'est assis en face. Son regard a transpercé mon âme. Tu vas poursuivre le faux compte nommé Fleur de Cactus. La police aura besoin de moi pour retracer l'IP. Envoyer des courriers à Facebook. Attendre une réponse. Pendant ce temps, demain, ils créeront le compte Mauvaises Herbes. Et après-demain, Rose Noire. Et ils continueront à te calomnier. Vas-tu chasser ces faux comptes à l'infini ? Je me suis figée. Mon bon sens des affaires a commencé à revenir. Pierre avait raison. Lutter contre des personnes anonymes sur Internet par les voies légales habituelles est une guerre longue et épuisante. Les mauvaises herbes doivent être arrachées à la racine. Juliette. A souri Pierre froidement. Le signaler à la police maintenant. C'est les effrayer. Ils supprimeront les posts. Effaceront les comptes. Ils feront semblant d'être innocents. Nous devons rassembler toutes leurs astuces. Les crevaisons de pneus, les harcèlements téléphoniques, la propagation de rumeurs en un seul véritable acte d'accusation. Pour cela, nous avons besoin de preuves en béton et nous avons besoin d'un professionnel qui sait agir dans l'ombre mieux qu'eux. Azide. En disant cela, Pierre a sorti son téléphone et a composé un numéro. De l'autre côté, on a répondu très rapidement. Pierre a dit brièvement. « Monsieur Jacques, j'ai une affaire à régler. Le prix n'a pas d'importance. Le plus vite sera le mieux. Veuillez nettoyer 3 fantômes qui suivent ma petite amie. » Jacques, comme me l'a présenté Pierre plus tard, était un détective privé expérimenté, ancien officier de la brigade criminelle, qui, après avoir quitté le service, avait ouvert sa propre agence de détective. Pierre a transmis à Jacques toutes les informations sur Marc, Geneviève, Monique, les numéros d'immatriculation de leur voiture, leurs adresses, ainsi que les liens vers les posts sur Internet et l'historique des appels anonymes. Ta tâche maintenant est de te taire. Pierre m'a attrapé la main, me transmettant un sentiment de stabilité. Laisse-les aboyer. Laisse-les penser que tu as peur, que tu es brisé et que tu n'oses pas te battre. L'ennemi, lorsqu'il est confiant et satisfait, tombe le plus facilement dans le piège. Nous commençons à lancer le filet. Andali. J'ai hoché la tête. J'ai pris une grande inspiration. À partir de ce moment, j'ai rejeté la colère violente. Ma fureur s'est transformée en une arme froide. Cette Juliette était prête pour la chasse. Et ses vautours n'avaient plus d'échappatoire. Il n'a fallu que 5 jours. Jacques, le détective privé au visage sévère et aux yeux perçants comme ceux d'un faucon, a frappé à la porte de mon bureau, apportant un épais dossier au format A4. Moi et Pierre. Nous nous sommes assis en face de lui. L'atmosphère était tendue et dense. Jacques a jeté le dossier sur la table, en souriant avec satisfaction. La fumée de cigarette flottait autour de ses vêtements. Je dois avouer que cette petite famille est d'un chômage et d'une bassesse record. Patronne. Jacques a claqué la langue, sortant de l'enveloppe des liasses de photos en couleur et une clé USB. Mais ils sont stupides. Des astuces. Ils en ont beaucoup. Mais les traces qu'ils laissent sont énormes comme un éléphant. Un flouf. J'ai pris la première liasse de photos. Mes doigts se sont serrés si fort qu'ils ont blanchi. La première photo était une capture d'une caméra de surveillance dans un petit cybercafé, dans une ruelle de Belleville, à seulement 2 rues de la maison de Marc. Sur la photo, Monique était assise devant un ordinateur, avec le visage caché par un masque. Mais son t-shirt avec un ours en peluche et son sac à main, bon marché, qu'elle portait souvent, était impossible à confondre. À cela était jointe une impression comparative des adresses IP, que Jacques avait achetées aux fournisseurs d'accès. Correspondant parfaitement à l'heure de publication des posts,
me diffamant sur les réseaux sociaux depuis le faux compte Fleur de Cactus. C'était bien cette harpie. Sur Internet, elle jouait le rôle d'une vengeresse. Et en réalité, ce n'était qu'un parasite se cachant derrière un clavier. Je suis passée à la 2e liasse de photos. Le sang dans mes veines s'est glacé. Le dégoût est monté à ma gorge. C'étaient des photos des caméras de rue et du garage souterrain de mon immeuble, les nuits où mes pneus avaient été crevés et lacérés sous la lumière jaune des lampadaires. À 2 heures du matin, 2 silhouettes en imperméable roulaient sur un vieux scooter. À un moment donné, le scooter est passé sous un lampadaire, révélant le visage du conducteur, Marc. L'homme à qui j'avais failli confier toute ma vie était maintenant accroupi avec un cutter à la main et l'enfonçait sournoisement dans mon pneu, pendant que sa chère mère, Geneviève, était assise confortablement sur la selle, regardant autour d'elle. Quelle ironie! Un jeune homme de 30 ans, au lieu d'utiliser sa force pour gagner de l'argent, préférait se lever au milieu de la nuit, conduire sa mère pour crever les pneus de son ex-fiancé par petite vengeance. La bassesse de Marc ne s'arrêtait pas à s'accrocher aux jupes de sa mère pour mendier de l'argent, mais s'était transformée en une infamie et une mesquinerie inconcevable. Enfin, il y avait une liste détaillée des appels. Jacques a pointé du doigt les rangées de numéros marqués d'un surligneur jaune vif. J'ai vérifié les numéros anonymes qui vous appelaient la nuit. Ce sont toutes des cartes SIM prépayées non enregistrées. Cependant, ces idiots utilisaient les mêmes cartes pour créer de faux comptes, et de temps en temps, ils commandaient de la nourriture en livraison à l'adresse de Geneviève. Jacques a souri amèrement. Les données de localisation des antennes relais de l'opérateur indiquent que ces appels anonymes provenaient des environs de leur domicile. Il n'y a pas d'échappatoire. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. Tout devenait clair. Le mystérieux rideau du terrorisme psychologique a été déchiré. Ce n'était autre que ces 3 anciens ennemis qui s'étaient ligués et avaient créé une organisation criminelle familiale miniature, l'un lançait. L'autre rattrapait, déterminé à m'entraîner dans le bourbier. Uniquement parce que je ne leur avais pas permis de sucer mon sang. Le sentiment d'injustice, de peur et de confusion des dernières semaines a disparu, laissant place à un mépris extrême et à un désir de les réduire en poussière. J'ai rassemblé tous les documents, et je les ai poussés vers Pierre. Mon regard s'est durci. Avec ces preuves, je peux maintenant le signaler à la police. N'est-ce pas? Les envoyer en prison pour destruction de biens et diffamation. I'm say. Pierre s'est caressé le menton, pensif pendant quelques secondes, puis a secoué la tête. Ses doigts tapaient de façon rythmée sur la table. Pas assez. Ce n'est pas suffisant. La voix de Pierre était froide, émanant de l'autorité de quelqu'un qui se spécialise dans la chasse au gros gibier dans le monde des affaires. Destruction d'un pneu d'une valeur de quelques milliers. La police les convoquera, leur infligera une amende, les fera payer des dommages-intérêts, et c'est tout. Pour diffamation sur Internet avec des preuves IP. Au mieux, ils recevront une amende et un avertissement. Ils se justifieront en disant que leur compte a été piraté. Ils perdront seulement la face. Ils n'iront pas en prison. Off-fueling. Alors que faire? Les laisser s'en tirer comme ça en toute impunité? J'ai serré les poings. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Pierre a souri. Dans ses yeux a brillé une étincelle mortellement dangereuse. Il s'est penché et a chuchoté. Mais chaque mot frappait comme un marteau. Leur cupidité est sans fond. Juliette, ils te détruisent. Ils te calomnient non seulement par vengeance, mais leur but ultime est de t'extorquer de l'argent. Ils veulent te pousser à bout pour que tu paies pour avoir la paix. Alors pourquoi ne pas profiter de la situation? Ne pas leur glisser la passe sous le nez pour qu'ils l'avalent eux-mêmes? Pour extorsion de fonds avec une somme importante, ils risquent de 10 à 20 ans. De prison. Ranzix. Je me suis figée. Un frisson a parcouru mon dos. Mais s'est immédiatement transformé en une excitation extrême. Exactement. Les enfermer quelques jours en garde à vue n'est rien comparé à plusieurs années en prison. Ils doivent sentir ce que signifie la cupidité. Ils doivent se noyer dans le même trou de cupidité qu'ils ont eux-mêmes creusé.
J'ai regardé profondément dans les yeux de Pierre, et j'ai hoché la tête avec détermination. Dans ce jeu, je jouerais le rôle de la victime la plus polie, la plus faible. Pour refermer de mes propres mains la porte de la cage sur ces bêtes sauvages, le plan était à peine esquissé. Et déjà comme par télépathie, 3 jours plus tard, les vautours se sont eux-mêmes manifestés. J'étais assise à examiner le relevé mensuel des prix, quand mon téléphone a vibré. Un SMS, du vrai numéro de Geneviève, vient immédiatement au café de la ruelle au bout de la rue. Si tu ne viens pas, j'enverrai tout ce que j'ai. À la direction de ton entreprise et à la famille de ton vieux sponsor. Ne me pousse pas à bout. Out. J'ai souri légèrement. Ça avait commencé. Le poisson commençait à mordre à l'hameçon. J'ai transféré ce message à Pierre avec la note action. Ensuite, j'ai pris mon sac à main. J'ai délibérément évité de retoucher mon maquillage, pour que mon visage paraisse pâle et fatigué. Et je me suis rendue au point de rendez-vous. Le café de la ruelle est une bicoque miteuse avec un toit en tôle, caché dans une ruelle profonde, humide et puant le tabac. De tels endroits servent généralement aux chauffeurs de taxi pour faire une pause ou aux petits voyous pour régler des affaires illégales. Ils avaient choisi cet endroit pour éviter les témoins et les caméras de luxe, ce qui trahissait leur nature sournoise. En entrant à l'intérieur, j'ai vu les 3 assis dans le coin le plus reculé, cachés derrière une plante en pot fané. Geneviève portait un chemisier fleuri bon marché. Elle balançait nerveusement la jambe. Marc était assis, recroquevillé, avec un mégot de cigarette entre ses doigts jaunis. Son regard errait nerveusement. Monique tapotait sur son téléphone. Et en me voyant, elle a souri d'un air moqueur et a donné un coup de coude à sa mère. Je me suis approchée. J'ai reculé la chaise en plastique grinçante et je me suis assise en face d'eux. J'ai délibérément baissé les yeux, croisant les mains sur la table, jouant le rôle de la femme psychologiquement épuisée, effrayée et anxieuse à l'extrême. Pourquoi m'avez-vous appelée ici? N'avez-vous pas encore assez détruit ma vie? Ai-je dit, en essayant de faire trembler ma voix et de la rendre rauque, comme si j'allais me mettre à pleurer. Geneviève était aux anges. Elle a levé son double menton et a jeté sur la table une enveloppe brune. Ouvre et regarde. Espèce de garce, a-t-elle sifflé entre ses dents. D'une main tremblante, j'ai sorti le contenu. C'était une liasse de photos. Des photos prises en cachette de moi et Pierre en train de dîner au restaurant. Des photos de Pierre me tenant la main en montant dans la voiture. Et même des photos prises de loin où nous entrions dans le hall de son immeuble de luxe. Les photos étaient floues, prises de loin, mais suffisamment suggestives pour pouvoir tisser des histoires lascives sur la déchéance morale. Vous m'avez suivi. J'ai fait semblant d'écarquiller les yeux de surprise et de reculer. Monique a éclaté de rire. Son rire aigu était comme le bruit d'un tissu qu'on déchire. Suivi? Nous t'avons juste prise sur le fait par hasard. Tu es une grande patronne. Et tu as un caractère tellement pourri. Tu as rompu les fiançailles avec mon frère un jour. Et le lendemain, tu atterrissais déjà dans le lit d'un homme riche qui a l'âge de ton oncle. Tu crois que tu ne tromperas personne? Marc a tiré sur sa cigarette, soufflant la fumée droit dans ma direction, feignant la souffrance. Mais en réalité, son ton était plein de menaces à la manière d'un gangster de bas étage. Juliette, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois une femme comme ça. Tu m'as trahi. Tu m'as humiliée devant toute la famille. J'ai fait une dépression pendant des mois. Maintenant, tu te baignes dans le luxe avec l'argent de cet autre. Et ma famille est ridiculisée. Est-ce juste? J'ai baissé la tête, serrant les lèvres, pour ne pas éclater de rire devant cette logique tordue, le parasite réclamant la justice. Alors que voulez-vous? Dites-le franchement. Aïe, jujote. Simulant le désespoir. Geneviève s'est penchée en avant. Ses yeux étaient injectés de sang, avides comme ceux d'un loup qui a senti le sang. Tu es intelligente. Je ne vais pas tourner autour du pot. Tu veux que nous supprimions toutes ces photos, que nous cessions de te diffamer sur Internet, pour que tu puisses travailler en paix et épouser ton riche mari? Alors tu dois nous dédommager pour nos pertes. Elle a levé devant mon visage 5 doigts courts et potelés.
1 million d'euros. Elle a articulé chaque mot. 1 million d'euros en espèces. C'est l'indemnisation pour la jeunesse de Marc, qu'il a gâché à t'aimer pendant tant d'années. L'indemnisation pour l'honneur de notre famille, parce que tu as osé annuler le mariage et faire un scandale. Et l'argent pour les études de Monique à Londres, pour qu'elle puisse commencer une nouvelle vie. Tu donnes 1 million, et on considérera qu'on est quitte. À partir de là, nous ne nous mettrons plus en travers du chemin l'un de l'autre. Offer anything. J'ai écarquillé les yeux. Simulant le choc, l'indemnisation pour la jeunesse, 1 million, vous êtes fou. C'est du chantage. Où vais-je trouver une telle somme? Toi tu n'en as pas. Mais ton vieux sponsor. Oui. Monique a frappé sur la table, en hurlant avec arrogance. Ne fais pas la pauvre. Vends ton appartement à 1,5 million d'euros. 1 million pour l'honneur de la grande patronne et l'honneur de ton gars. Ce n'est pas cher. Si tu ne le donnes pas, demain j'imprimerai ces photos en des milliers d'exemplaires et je les jetterai devant ton entreprise. Je les mettrai sur tous les plus grands groupes Facebook. Nous verrons si la famille traditionnelle de ton sponsor acceptera une putain comme toi. Tu perdras tout. Tu te retrouveras sans rien. Enzena. En entendant cela, j'ai commencé à me recroqueviller. Mes larmes, grâce à un jeu d'acteur magistral, qui ont commencé à couler. J'ai commencé à jouer la pièce dont j'étais moi-même la réalisatrice. J'ai caché mon visage dans mes mains, mes épaules tremblaient. De ma gorge sortaient des sanglots étouffés. En réalité, dans mon sac à main, Hermès posé sur mes genoux, se trouvait un mini-dictaphone ultra-moderne, que le détective Jacques m'avait donné. Il fonctionnait silencieusement, enregistrant chaque respiration et chaque menace effrontée de ces 3 vautours assis en face. Je vous en supplie. J'ai levé mon visage baigné de larmes. Ma voix était implorante. Faible, comme un saule pleureur dans le vent. Vous pouvez m'insulter, qui me battre, tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne publiez pas ces photos. La famille de Pierre est une famille d'intellectuels traditionnels. Ses parents tiennent beaucoup à leur honneur. S'ils l'apprennent, ils le forceront à me quitter. Je perdrai tout. L'entreprise me licenciera aussi pour scandale de mœurs. Odd, Geneviève, en entendant mes supplications, était si satisfaite qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. Elle s'est appuyée contre sa chaise, a croisé les bras sur sa poitrine et a balancé la jambe avec arrogance. Son expression hautaine de quelqu'un qui a le pouvoir de vie ou de mort entre ses mains lui a fait oublier toute prudence. Eh bien, tu voice. Si tu avais été plus intelligente dès le début, ça aurait été mieux. Geneviève a ricané. Les femmes comme toi. Je les connais par cœur. Tu veux t'accrocher à un homme riche? Il faut sauver les apparences. Je n'ai pas besoin de te battre. Il suffit que je te pousse légèrement et tu te briseras en 1000 morceaux. Et maintenant? Tu comprends le prix à payer pour avoir manqué de respect à la famille Lefebvre? Marc, me voyant pleurer, a vu se réveiller en lui sa vile nature de feindre la compassion. Il s'est penché en avant. Il voulait toucher ma main, mais j'ai fait semblant de reculer de peur. Juliette, je ne veux pas non plus te pousser à bout. Marc a utilisé ce ton moralisateur qui me donnait la nausée. Il suffit que tu donnes l'argent. Et maman et Monique supprimeront tout. Nous promettons de ne plus jamais apparaître devant toi. Vends cet appartement ou emprunte à ce sponsor à toi. 1 million pour avoir la paix toute ta vie. Pour ton poste. Je pense que tu es assez intelligente pour savoir ce qui est le plus important. Zusammen. Monique, en croquant des graines de tournesol, a fait la moue et a ajouté « Exactement. De quoi tu te plains? Tu as trompé mon frère. 1 million de dédommagements. C'est même clément. N'attends pas que je perde patience et que j'appuie sur la touche entrée, parce que toute la France verra ton visage. Endkrise. En sanglotant. J'ai sorti un mouchoir et j'ai essuyé mes larmes, en essayant de faire en sorte que ma voix paraisse la plus paniquée et désespérée possible. Mais 1 million. C'est une somme énorme. Je ne peux pas la rassembler tout de suite. Mes économies sont sur un compte-titres. Le retrait prendra du temps. L'appartement est partiellement grevé d'une hypothèque.
Je ne le vendrai pas en 1 jour ou 2. Je vous en supplie. Donnez-moi un peu de temps. Ne me détruisez pas. Je regardais cet ignoble trio, continuant à prononcer des mots vils pour attiser leur cupidité jusqu'à ses limites. Ils avaient avalé l'hameçon très profondément. Ils se sont regardés. Leurs yeux se sont rencontrés, débordant de triomphe. Ils pensaient avoir trouvé mon talon d'Achille, ma carrière et mon honneur aux yeux de ma future belle famille. Ils pensaient avoir complètement brisé ma volonté de me battre. Geneviève s'est raclé la gorge, faisant semblant de réfléchir, puis a tapé des doigts sur la table. Je ne suis pas non plus quelqu'un sans cœur. Tu as besoin de temps pour rassembler l'argent. Oui. C'est bon. Je te donne exactement 1 semaine. Jeudi prochain. Tu dois avoir réuni 1 million d'euros et me l'apporter. En tout. Mais comment vais-je rassembler autant d'argent liquide en 1 semaine? Puis-je faire un virement? J'ai fait semblant de négocier, pour rendre la conversation plus authentique et recueillir plus de preuves de chantage organisé. Pas de virement, a soudainement crié Marc. Son visage a changé de couleur. De toute évidence, il y avait bien réfléchi. Il avait peur qu'un virement ne laisse une trace de transaction électronique, que la police repérait facilement. 1 million en espèces, en billets de 500 euros, rangés dans une valise. Et absolument aucun signalement à la police. Si tu souffles un mot aux flics, je jetterai toutes les photos sur le net. Je te ferai vivre un enfer dans ton entreprise. SW, tremblante. J'ai hoché la tête, serrant les lèvres jusqu'à sentir le sang. Je promets de ne pas le signaler à la police. Mais tenez votre promesse. Vous prendrez l'argent et supprimerez toutes les photos. Vous me laisserez en paix. According. Geneviève s'est levée, a attrapé son sac à main usée et a lancé d'un ton autoritaire. Jeudi prochain à 14h. Apporte la valise avec l'argent au café Le Moulin à Vent. En périphérie. À Rambouillet. C'est calme là-bas. C'est facile de faire affaire. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Sale sorcière. N'essaie aucune astuce. Tu ne gagneras pas contre moi. En disant cela, tous les 3 se sont dirigés vers la sortie, n'oubliant pas de me lancer des regards méprisants et satisfaits. Comme s'ils venaient de gagner à la loterie, je suis restée assise là en silence encore 5 minutes. Quand leurs silhouettes ont disparu au coin de la ruelle, j'ai lentement levé la tête. J'ai sorti un mouchoir et j'ai essuyé les fausses larmes de mes joues. Les coins de ma bouche se sont soulevés, formant un arc tranchant, froid et plein d'une satisfaction meurtrière. J'ai glissé la main dans mon sac à main et j'ai appuyé sur le bouton stop du dictaphone. Fin du jeu. Les imbéciles. Vous venez de signer votre propre arrêt de mort. Je suis sortie du café. J'ai jeté le mouchoir humide dans la poubelle. J'ai rejeté mes cheveux en arrière et je suis repartie avec fierté et froideur. Pierre m'attendait dans son SUV noir au début de la ruelle. Dès que j'ai ouvert la porte et que je suis montée, j'ai jeté le petit dictaphone de la taille d'un bouton sur le tableau de bord. « Et comment ça s'est passé ?» a demandé Pierre. Dans les coins de sa bouche se cachait un sourire d'approbation. 1 million en espèces. Rambouillet. Jeudi prochain. J'ai répondu brièvement. Ma voix était froide, mais tranchante comme une épée fraîchement aiguisée. Toutes les menaces, les extorsions, les demandes d'argent liquide, et non de virement, sont enregistrées sur cet appareil. Où allons-nous maintenant ? Pierre a démarré le moteur. La voiture s'est lentement mise en route. Se fondant dans la circulation dense de Paris, rencontrer une de mes vieilles connaissances, le chef de la brigade criminelle. Il est temps que cette affaire éclate au grand jour. Dodo. 30 minutes plus tard, nous étions dans un bureau du commissariat de police de district. Dans la pièce flottait une épaisse odeur de thé fort et de paperasse. Le capitaine Dupont, un homme de l'âge de Pierre, au regard perçant comme un rasoir, a soigneusement branché le dictaphone à l'ordinateur et a appuyé sur la touche play. Le bruit du café, entrecoupé par les hurlements et les menaces de Geneviève, les insultes de Monique et le ton ferme de chantage de Marc, a résonné clairement dans le silence du bureau de police. À cela s'ajoutait le dossier contenant les preuves recueillies par le détective Jacques, les photos prises en cachette, l'historique des pneus crevés,
les données de localisation des téléphones, tout cela formait une chaîne logique et cohérente de preuves, irréfutables. Après avoir écouté l'enregistrement, le capitaine Dupont a enlevé ses écouteurs, s'est appuyé sur sa chaise et m'a regardé avec une certaine admiration. « Madame Juliette, je dois avouer que vous avez du sang-froid, poussé dans une telle situation. Et pourtant vous avez su leur tendre un piège avec la somme d'1 million d'euros combinée à des menaces de publication de photos compromettantes, de diffamation et de destruction de biens. Ce n'est plus un litige civil. Cela est qualifié de délit d'extorsion de fonds avec circonstances aggravantes. End of through. Qu'allez-vous faire ensuite ? Ai-je demandé. Ma voix s'est durcie. Nous allons organiser un guet-apens et une arrestation en flagrant délit. Le capitaine Dupont a sorti une carte des environs de Rambouillet et l'a étalée sur la table. Je connais ce café Le Moulin à Vent. Il est situé à l'écart, sur une petite colline. Autour, c'est vide. Il y a peu de maisons. Ils n'ont pas choisi cet endroit par hasard, pour pouvoir s'enfuir facilement en cas de problème, mais précisément parce que c'est vide. Il nous sera plus facile de mettre en place le guet-apens sans mettre en danger des civils. Dupont a commencé à présenter en détail le plan opérationnel. Tout le secteur du café serait encerclé par des policiers de la brigade criminelle dès le petit matin. Les agents en civil se feraient passer pour des agents d'entretien et des jardiniers. À l'intérieur, 2 femmes policiers et un policier joueraient le rôle de client assis aux tables voisines. Des microcaméras et des dictaphones directionnels seraient installés sous la table où devait avoir lieu la transaction dès la nuit précédente. Votre tâche ? Dupont m'a regardé droit dans les yeux. Et d'apporter la valise avec l'argent à l'endroit convenu. Vous devez garder les apparences de la peur. À remettre poliment l'argent. N'opposer absolument aucune résistance et ne montrer aucun triomphe. Pour ne pas les effrayer. Le moment clé pour prouver le crime est l'instant où ils toucheront l'argent ou signeront le reçu. Il suffit que leurs mains touchent la valise. Et nous fermerons le filet. Aufwiesen. J'ai hoché la tête. Toutes les cellules de mon corps se sont tendues dans une étrange excitation. Préparez-vous de vrais billets ou des faux. Dupont a souri légèrement et a ouvert le coffre-fort dans le coin de la pièce. Conformément à la procédure, nous préparerons une valise avec de vrais billets sur le dessus et au fond, au milieu, il y aura des liasses de papier découpées aux dimensions des billets, d'un poids correspondant à 1 million d'euros. Ne vous inquiétez pas. Aveuglés par la cupidité. Ils n'auront pas assez de calme pour vérifier chaque billet au milieu du café. Ore. La semaine de préparation a semblé durer une éternité, mais était tendue comme une corde. J'allais normalement au travail, simulant l'anxiété. Pierre était toujours près de moi, silencieux et inébranlable comme un bouclier. Arriva enfin le jeudi du jugement dernier. Le ciel au-dessus de Rambouillet était nuageux. Le vent sifflait dans les cimes des arbres, apportant avec lui l'atmosphère froide et lugubre d'une tempête imminente. Je me suis tenue devant le miroir dans des vêtements sombres et simples, sans maquillage, les cheveux relevés en chignon. J'ai pris la lourde valise en aluminium avec 1 million à l'intérieur. En sortant, Pierre m'attendait au volant, a attrapé ma main et l'a serrée fort. « N'aie pas peur », a chuchoté Pierre. Ses yeux brûlaient de confiance en soi. Les garçons et moi serons juste à côté de toi. Aujourd'hui, la justice triomphera. Vas-y et récupère ta paix. Hans-Loven. J'ai pris une grande inspiration. J'ai souri et j'ai hoché la tête. Je n'ai pas peur. Pierre, je suis excitée. Je veux voir leur visage quand le verdict s'abattra sur eux. As is love. À 14h pile. Le ciel au-dessus de Rambouillet était gris. Des nuages de plomb s'y amoncelaient, annonçant l'orage qui approchait. Le vent sifflait dans les pins au bord de la route, soulevant des nuages de poussière. Le SUV de Pierre a lentement tourné sur un chemin de terre caouteux, menant au café Le Moulin à Vent. Comme l'avait dit le capitaine Dupont, l'endroit était terriblement désert. Situé sur la pente douce d'une colline, entouré de seulement quelques maisons éloignées d'1 kilomètre, l'endroit idéal pour régler de sales affaires dans l'ombre, où un appel à l'aide serait facilement étouffé par le vent. Pierre a arrêté la voiture sur une place vide. À environ 50 mètres du café,
Il a éteint le moteur et m'a regardé. Dans la voiture régnait le silence. On n'entendait que le bruit du vent derrière la vitre. « Es-tu prête ?» a demandé Pierre. Sa voix était basse et chaleureuse, mais son regard tranchant comme une épée prête à être tirée de son fourreau. J'ai regardé la valise en aluminium argenté posée à mes pieds. Elle était lourde. À l'intérieur, il y avait 1 million d'euros. La moitié en vrais billets sur le dessus et au fond, le reste en papier découpé, soigneusement disposé selon les instructions de la police. Un piège parfait masqué sous l'apparence d'une soumission désespérée. Je suis prête. J'ai pris une grande inspiration et j'ai hoché la tête avec détermination. Pierre a tendu la main et a écarté une mèche de cheveux de ma joue. Son regard était plein de détermination et de protection. Les garçons sont déjà en position. Celui qui taille l'arbre près du portail est un policier. Le couple qui boit des cocktails dans le coin, ce sont aussi des policiers. La microcaméra est déjà installée sous la table numéro 4, où ils t'attendent. Il suffit que tu entres et que tu joues ton rôle de femme faible, et n'oublie pas, tu dois faire en sorte que leurs mains touchent cette valise. La justice s'occupera du reste. Aninomani. J'ai serré la main de Pierre, nous transmettant mutuellement un sentiment d'unité. Après quoi j'ai ouvert la portière et je suis sortie. Le froid de l'air de banlieue m'a frappé le visage. Mais le sang dans mes veines bouillonnait d'excitation. J'ai soulevé la valise. Son poids m'a fait légèrement tituber. Mais j'ai délibérément conservé cette posture lourde et fatiguée. Je faisais des pas lents, la tête baissée, jouant le rôle de la femme poussée à bout, qui porte toute sa fortune pour la donner aux vautours en échange de la paix. Le café Le Moulin avant avait un toit en feuilles de palmier qui s'effritait. D'un haut-parleur déglingué s'échappait une musique de mauvais goût, se mêlant à l'odeur de moisi après la pluie. En franchissant le seuil couvert de mousse, j'ai tout de suite reconnu mes cibles. À la table numéro 4, dans le coin le plus sombre, était assise l'intégralité du trio. Contrairement à leur apparence négligée du jour du scandale au restaurant, ils étaient habillés aujourd'hui de manière presque risible. Geneviève portait une robe moderne jaune vif, une grosse chaîne en or de mauvais goût autour du cou. Monique portait une robe moulante et provocante, et un maquillage très prononcé. Marc portait une chemise blanche et sentait un parfum bon marché et étouffant. Ils étaient assis, balançant les jambes et croquant des graines de tournesol. Leurs yeux étaient fuyants. Regardant avec convoitise vers la porte, ils se préparaient à accueillir la fortune qui allait leur tomber du ciel, pensant que désormais leur vie changerait, qu'ils conduiraient des voitures de luxe, partiraient à l'étranger et regarderaient tout le monde de haut. En me voyant entrer avec la lourde valise argentée, les yeux de Geneviève se sont illuminés comme les phares d'une voiture. Elle a donné un coup de coude à Marc. Sa large bouche s'est étirée en un sourire. Monique a craché les écales de tournesol sur le sol, a levé le menton et a souri d'un air moqueur. L'arrogance du petit individu triomphant se peignait sur son visage recouvert d'une épaisse couche de fond de teint bon marché. J'ai délibérément fait semblant de trébucher sur le seuil, de sorte que la valise a heurté le plancher en bois, avec un bruit sec. Ce son était comme un doux nectar pour les oreilles de ces cupides. Ils regardaient la valise avec le regard de démons affamés, qui, après des milliers d'années en enfer, avaient senti l'odeur de la viande fraîche. Je me suis approchée de la table. Mon visage exprimait la peur et les tremblements. Je ne me suis pas assise tout de suite. Mais je suis restée clouée sur place, serrant convulsivement la valise, comme si j'avais peur qu'on me la vole. « Je suis venue », ai-je dit. Ma voix était rauque et faible, et en même temps je regardais autour du café, comme une biche perdue ayant peur d'un piège. Geneviève s'est raclée la gorge. Essayant de garder son autorité, elle a frappé du plat de la main sur la table. « Assis-toi. Qu'est-ce que tu regardes autour de toi comme une voleuse? Et alors? Tu as ce 1 million d'euros en espèces, comme on avait convenu? Tu ne tentes pas d'astuce? Yoï. » J'ai à peine réussi à les rassembler. J'ai dû vendre à la hâte toutes mes actions. Vous avez promis? Vous prendrez l'argent et supprimerez toutes les photos. Vous me laisserez en paix. En sanglotant, j'ai reculé la chaise en plastique et j'ai posé avec difficulté la valise sur la table.
Le bruit du métal heurtant le bois était lourd. Marc fixait la valise. Sa pomme d'Adam montait et descendait alors qu'il déglutissait. Il s'est penché en avant. Il a voulu tendre la main pour tirer la valise vers lui. Sa voix sifflait de joie. « Ouvre! Ouvre! Qu'on puisse vérifier vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Mais dès que ses doigts jaunis par la cigarette ont failli toucher la poignée, j'ai soudainement retiré la valise. Reculant sur ma chaise, la fausse peur sur mon visage a cédé la place à une timidité calculée. J'ai glissé la main dans mon sac à main et j'ai dit froidement, d'une voix tremblante mais ferme, « Un instant. J'ai besoin d'une garantie. Our nieces. » Geneviève, voyant que j'avais reculé la valise, a vu son visage s'assombrir, et ses yeux injectés de sang m'ont regardé avec colère. Elle a frappé fort sur la table et a grogné. « Une garantie? Tu es entre mes mains. Tu n'as pas le droit de poser des conditions. Tu veux que demain tes photos avec ton amant soient éparpillées devant ton entreprise? » Exactement. Folle. Monique a pointé son doigt droit sur mon visage, hurlant avec insolence. « Tu as apporté l'argent pour nous le donner, et maintenant tu fais des scènes. Tu ouvres cette serrure. Ou je dois t'en coller une ?» J'ai serré les lèvres. Retenant mes larmes, j'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti une feuille A4 avec un texte imprimé et un stylo. J'ai posé la feuille sur la table et je l'ai glissée vers eux. Je ne pose pas de conditions. Je me protège simplement. J'ai baissé la tête. Ma voix était étranglée, jouant parfaitement l'impuissance de la personne traquée. 1 million d'euros. C'est tout ce que je possède. Je vous le donne. Mais que se passe-t-il si demain, vous vous retournez contre moi? Si vous utilisez à nouveau ces photos pour exiger de moi un autre million? Avec quoi vais-je payer? J'ai besoin que vous signiez cette feuille comme reçu. And those little leaven. Marc a froncé les sourcils et a attrapé la feuille sur la table. Il l'a levée devant lui et a commencé à lire à voix haute. Reçu et engagement. Nous sous-signés Marc Lefebvre. Geneviève Lefebvre. Monique Lefebvre. Confirmons par la présente la réception de la somme de 1 million d'euros en espèces de la part de Madame Juliette Dubois. Cette somme constitue une réparation pour les dommages moraux et d'honneur. En échange de quoi nous nous engageons à supprimer tous les documents personnels, à cesser toutes actions diffamatoires, de harcèlement, de filature et de destruction des biens de Madame Juliette Dubois. And de Cloven. En lisant cela, Marc a hésité. Dans ses yeux est apparue de l'hésitation. Malgré tout, c'était un citadin. Dans sa tête s'est allumée la prudence innée du rat. Il s'est tourné vers sa mère. « Maman, signer un truc pareil ne va pas nous attirer des ennuis? Et si ça sort au grand jour comme preuve de chantage ?» Je n'ai pas laissé ses doutes grandir. J'ai immédiatement frappé psychologiquement. J'ai tendu la main pour reprendre la feuille. Ma voix est devenue ferme, frappant directement leur cupidité sans fond. Si vous ne signez pas, je ne donnerai pas le mot de passe de la valise. Vous pouvez garder ces photos et les jeter sur le net. Je perdrai mon emploi, mon fiancé. Je serai détruite. Mais vous n'aurez pas un centime. 1 million d'euros ou quelques photos poubelles. Choisissez. Oui, Nantes. Mes mots ont été comme une étincelle jetée sur la poudre de la cupidité qui s'était accumulée dans le cœur de Geneviève. Elle fixait la valise en aluminium posée sur la table. S'imaginant des liasses de billets neufs de 500 euros, la cupidité avait complètement aveuglé les restes de son bon sens. Elle a arraché la feuille des mains de Marc, a attrapé le stylo et a commencé à écrire. Geneviève a renâclé et a craché sur le sol. Pour montrer son mépris, « J'en ai rien à foutre de tes photos. Tu crois qu'on veut avoir quoi que ce soit à faire avec une putain comme toi? Avec ce million, on achètera un terrain. Une voiture pour Monique. On l'enverra à l'ouest. Il y a plein de moyens de vivre dans le luxe. Je signe. Je signe. Pour que tu la fermes, enfin. Que tu donnes l'argent et que tu disparaisses de ma vue. » Geneviève a gribouillé son nom de famille au bas du reçu. Après quoi elle a donné un coup de coude à Marc. « Signe. Mon fils. De quoi as-tu peur? Avec un tel document,
même si elle veut nous poursuivre pour diffamation. Nous montrerons ceci et dirons que c'est de l'argent qu'elle nous a donné volontairement dans le cadre d'un règlement à l'amiable. Nous prendrons l'argent et personne ne nous fera rien. Off. Mark, convaincu par les paroles de sa mère, et surtout attiré par la force du million dans la valise, n'a pas pu résister. D'une main tremblante, il a signé sous sa mère. Ce fut le tour de Monique. Elle n'a même pas lu. Elle a arraché le stylo à son frère, a gribouillé son prénom et a jeté le stylo sur la table. C'est réglé. Monique a tendu le cou et m'a regardé avec la supériorité d'une vipère venimeuse. Les signatures y sont. Contente? Et maintenant? Crache le mot de passe de la valise. N'attends pas que je perde patience et que j'éclate cette valise. Andori. J'ai lentement repris la feuille. Les lettres à l'encre bleue se détachaient clairement sur le papier blanc. Ce n'était pas un reçu. C'était l'arrêt de mort pour extorsion de fonds qu'ils venaient de signer pour eux-mêmes. J'ai soigneusement plié la feuille en 4 et je l'ai glissée dans la poche zippée de mon sac à main. Sur mes lèvres est apparu un très léger sourire. Froid comme la glace. Les tremblements et la soumission ont disparu de mon corps. Je me suis redressée. Mon regard jusqu'alors timide et effrayé est soudainement devenu dur, tranchant, braqué droit sur les 3 visages cupides et souriants. Le mot de passe est 000. Ai-je dit calmement, articulant chaque mot sans une once de supplication. Ouvre. Mark s'est jeté sur la valise comme un animal affamé. Fiévreusement. Il a tourné les 3 molettes sur 0. Ses doigts ont pressé fort sur les 2 loquets latéraux. Clic. La serrure s'est ouverte. Mark. Tendu. Qui a soulevé le couvercle. À l'intérieur, des dizaines de liasses de billets neufs de 500 €. Disposés en rangées régulières, dégageaient l'odeur caractéristique de l'argent. Geneviève a poussé un cri. Ses yeux sont sortis de leurs orbites, et ses mains se sont tendues en tremblant pour enlacer la pile d'argent. Monique a sursauté. La bouche ouverte. Ils étaient aveuglés. Ils ne savaient pas que sous la couche de vrais billets sur le dessus se cachaient seulement des liasses de papier découpées. Ils ne voyaient qu'1 million d'euros posés devant eux. Et c'était suffisant pour les faire couler. La main jaunie par la cigarette de Mark a effleuré en tremblant la première liasse de billets. Il l'a soulevée, a voulu la caresser. Et ce fut le moment où l'enfer leur a ouvert ses portes. Police! Tout le monde à terre! Les mains sur la tête! Un cri puissant comme le tonnerre a déchiré le silence du café désert. Le couple qui buvait des cocktails dans le coin a soudainement sorti des pistolets de sous leur veste et les a braqués droit sur la table de la mère et du fils. Au même instant, la porte arrière du café a été enfoncée. Le capitaine Dupont, à la tête d'une escouade de 5 hommes de l'antiterrorisme en gilet pare-balles, l'arme au poing, a fait irruption de tous les côtés, comme un ouragan. Le jardinier qui taillait l'arbre près du portail a également jeté ses sécateurs et a bloqué l'entrée principale. Tout s'est passé en moins de 3 secondes. Le filet de la justice s'est refermé impitoyablement. Geneviève, qui allait tout juste sourire, s'est figée avec le sourire aux lèvres. Elle regardait avec incrédulité les canons noirs des pistolets braqués droit sur sa tête. Ses jambes se sont dérobées sous elle. Ses genoux ont plié. Et un filet d'urine a commencé à couler le long de ses jambes, mouillant son pantalon en soie jaune vif. Elle s'était fait pipi dessus de peur. « Oh mon Dieu! Que se passe-t-il » a balbutié Geneviève, cachant sa tête dans ses mains, tremblant de tout son corps comme prise de convulsion. Mark était pâle comme un mur. La liasse d'argent est tombée de ses mains. Il s'est figé. Ses yeux sont sortis de leurs orbites à la vue des policiers qui resserraient le cercle. Le courage du parasite s'était complètement désintégré. Il a reculé, a trébuché sur la chaise et est tombé sur le dos, agitant les bras en l'air et marmonnant des choses insensées. « Non, ce n'est pas moi. Je ne sais rien. Ne tirez pas. Anorfles. » Monique, qui était encore si arrogante et qui jurait il y a un instant, a maintenant hurlé de terreur comme un cochon qu'on égorge. Elle s'est couvert le visage, s'est recroquevillée et a rampé sous la table, pleurant en silence. « Menotez-les » a ordonné froidement le capitaine Dupont. 3 policiers imposants se sont jetés sur eux. Sans ménagement.
Ils ont tordu les bras de Marc dans son dos et lui ont passé les menottes, qui se sont refermées avec un bruit métallique et froid. Puis, la même chose est arrivée à Geneviève et à Monique. Tous les trois ont été tirés de sous la table et forcés à s'agenouiller sur le sol. J'ai reculé d'un pas. J'ai croisé les bras sur ma poitrine et avec un regard froid et altier. J'ai regardé ces trois corps sans âme agenouillés à mes pieds. Il n'y avait plus aucune simulation de faiblesse. La Juliette qui supportait les humiliations était morte. Il ne restait que la Juliette qui administrait la punition. Le capitaine Dupont s'est approché, a pointé la valise et la feuille dans mon sac à main, sécurisé les pièces à conviction. La caméra sous la table a enregistré toute la scène d'extorsion de fonds, dressé le procès-verbal d'arrestation, en flagrant délit. Oblit. À ce moment-là, Marc sembla se réveiller d'un cauchemar. Il a levé vers moi ses yeux injectés de sang et baignés de larmes. La haine et la stupidité se mêlaient dans son regard. Juliette, tu m'as piégée. Sale garce. Tu as osé me piéger? Plof. Je n'ai pas répondu. Je me suis approchée et j'ai giflé Marc de toutes mes forces au visage. Le coup contenait toute ma force, toute l'injustice et toute la haine des derniers mois. Le visage de Marc a tourné sur le côté, du coin de sa bouche. Un filet de sang a coulé. Dans le café, un silence de mort régnait. Même les policiers ne m'ont pas arrêté. Cette gifle, c'est pour 10 ans de ma jeunesse, que j'ai gâché à croire une ordure comme toi. J'ai articulé chaque mot. Ma voix était tranchante, impitoyable et définitive. Que je t'ai piégé? Ta cupidité sans fond et ta bassesse ont creusé ta propre tombe. Espèce d'idiot. 1 million. Tu pensais que tu avalerais si facilement ma sueur et mes larmes? Geneviève s'est alors complètement effondrée. Elle rampait sur le sol mouillé, pleurant à chaudes larmes. Son arrogance, son désir de détruire ma vie avait disparu. Il ne restait plus qu'une extrême bassesse. Juliette, ma chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai fait une erreur. Dis aux policiers de nous lâcher. Je te rendrai la feuille. Je ne veux pas l'argent. Lâchez Marc. Je vous en supplie. C'est comblé. Monique se frappait également le front contre le sol, en hurlant. Madame Juliette, je suis jeune. Je ne veux pas aller en prison. Je vous supplie à genoux. Retirez votre plainte. Eindesent. Je regardais ces trois-là couchés à mes pieds. Dans mon cœur, je ne ressentais pas une once de pitié, seulement du dégoût et du mépris. Trop tard. J'ai souri d'un air moqueur et j'ai lancé des mots froids comme la glace. Pour extorsion de fonds supérieurs à 1 million d'euros, on risque de 10 à 20 ans de prison. Pour 1 million. Vous pouvez vous attendre à pourrir en prison. Ne m'appelez pas votre fille. Je n'ai pas l'honneur d'être la fille d'une bande de malfrats. Allez pleurer devant la loi. En disant cela, je me suis retournée et je suis partie. Je n'ai pas regardé derrière moi une seule fois. De derrière me parvenaient les cris désespérés de ces trois-là. Mais ils ne m'atteignaient plus. En sortant du café Le Moulin avant, le ciel a commencé à pleurer la pluie. Des gouttes froides, mais qui portaient en elles un sentiment de purification. Lavant toute la saleté, Pierre se tenait près de la voiture avec un parapluie noir. M'attendant, il a souri du sourire le plus chaleureux que j'ai jamais vu. Il a passé son bras autour de mes épaules et m'a attiré vers lui. « C'est fini », m'a chuchoté Pierre à l'oreille. « Oui. » Enfin. Fini. J'ai posé ma tête sur sa poitrine. J'ai fermé les yeux et j'ai poussé un soupir de soulagement. 4 mois plus tard, au tribunal de grande instance de Paris, a débuté le procès pour extorsion de fonds et diffamation contre les 3 accusés. Marc Lefebvre, Geneviève Lefebvre et Monique Lefebvre. Dans la salle d'audience régnait une atmosphère solennelle, froide et étouffante. Vêtue d'un tailleur noir, j'étais assise calmement sur le banc des parties civiles. À côté de moi se trouvaient Pierre et mes parents. Mon père me tenait fermement la main. Son regard était ferme. Fier de sa fille qui n'avait pas plié face au mal. Les lourdes portes en bois se sont ouvertes. Le bruit des menottes frappant le sol en marbre a retenti.
Les 3 accusés ont été introduits sur le banc des accusés. Je les ai à peine reconnus. Seulement 4 mois en détention provisoire, et ils avaient l'air d'avoir vieilli de 20 ans. Geneviève, avec des cheveux gris, un visage ridé et émacié, marchait de manière chancelante, soutenue par une policière. Marc était maigre comme un clou, avec des yeux enfoncés et vides d'expression. Vêtu d'une tenue de prisonnier ample, il n'osait pas lever les yeux. Monique était ravagée. Sa peau était terreuse. Ses lèvres gerçaient. Et de temps en temps, elle essuyait ses larmes. La vue pitoyable de ceux qui, autrefois, pensaient avoir le droit de piétiner la vie des autres, ne suscitait désormais que des haussements d'épaules et de la pitié parmi le public. Le procès s'est déroulé rapidement, car les preuves étaient irréfutables. De l'enregistrement du chantage effronté à la feuille, signé de leurs propres mains, en passant par l'enregistrement vidéo de la caméra, sous la table où l'on voyait Marc toucher la valise d'argent, jusqu'aux IP fournis confirmant la diffamation sur Internet, tout cela était des coups mortels qui avaient scellé leur sort. L'avocat engagé par la famille de Marc a essayé de plaider qu'il s'agissait seulement d'un litige familial, que la somme d'1 million d'euros était une indemnisation civile après la rupture des fiançailles, mais ces arguments étaient trop faibles et absurdes. Immédiatement réfutés par le procureur de la République, extorsion de fonds avec usage de menaces, diffamation et destruction de biens dans le but d'escroquer une énorme somme d'argent. C'était un crime organisé, planifié à l'avance. Lors de sa dernière déclaration, Marc, s'agrippant convulsivement à la barre, s'est tourné vers moi et a éclaté en sanglots. « Juliette, je suis désolée, 1000 fois désolée. Par un moment de faiblesse, par cupidité. Je me suis détruit. J'ai détruit ma famille. Je demande au tribunal une peine plus clémente pour ma mère et ma sœur. Ma mère est vieille. Elle ne le supportera pas. » Geneviève se lamentait également, se frappant la tête contre la barre de bois, suppliant le tribunal d'avoir pitié. « J'ai été stupide. J'ai été cupide. Juliette, pardonne-moi. Mon enfant. » And Sullivan. Je restais immobile. Mon visage était calme comme celui d'une statue, pleurs et remords. Ce n'étaient que des larmes de crocodile face au châtiment. Si ce jour-là j'avais poliment donné 1 million d'euros, aurait-il eu pitié de moi? Aurait-il continué à sucer mon sang jusqu'à ma mort? Dans la justice, il n'y a pas de place pour la pitié tardive. À 11h30, le président du tribunal a demandé à tout le monde de se lever et d'écouter le verdict. La voix ferme, lisant le jugement, a retenti. Décidant du sort de ces petites gens, les actes des accusés ont été hautement préjudiciables à la société. Organisés, avec l'utilisation de méthodes sophistiquées et viles dans le but d'extorquer une somme d'argent particulièrement importante, compte tenu de la nature et du degré de gravité des faits, le tribunal condamne l'accusé Marc Lefebvre à 12 ans d'emprisonnement pour extorsion de fonds et 2 ans pour diffamation, soit une peine totale de 14 ans d'emprisonnement. L'accusée Geneviève Lefebvre a 12 ans d'emprisonnement. L'accusée Monique Lefebvre a 10 ans d'emprisonnement. Le jugement est définitif et soumis à exécution immédiate. And free. Clac. Le marteau du juge a frappé fort sur la table en bois. Le son s'est propagé dans toute la salle. Au moment où ce son a retenti, Geneviève a poussé un cri perçant. Ses yeux se sont révulsés, et elle est tombée sur le sol. Évanouie. Marc s'est effondré sur la barre, cachant sa tête dans ses mains et hurlant de désespoir. Les pleurs de l'homme lâche portaient maintenant en eux un désespoir extrême. Monique, devenue molle, a été évacuée par les policiers en état de choc. Le prix d'une cupidité sans fond. Marc ne sortira de prison qu'au bout de 14 ans. Il aura alors près de 50 ans. Sans un sou en poche, avec sa jeunesse détruite derrière les barreaux. Geneviève, 12 ans, elle mourra probablement en prison sans personne pour allumer une bougie pour elle. Un verdict parfait, impitoyable, mais extrêmement juste. Je me suis tournée et j'ai regardé Pierre. Il a hoché la tête. Avec mes parents, nous sommes sortis du tribunal.
laissant derrière nous les pitoyables lamentations de cette famille maudite. La guerre était terminée, et j'en étais la gagnante. 1 an s'est écoulé depuis la fin du procès. Le temps, comme un remède miraculeux, a effacé les vilaines cicatrices, me rendant une vie merveilleuse et épanouie. Ma carrière s'est développée à un rythme vertigineux. Je suis devenue directrice de la région Nord. L'amour avec Pierre devenait de plus en plus profond et mature. Sa chaleur et sa protection avaient complètement remplacé les sombres souvenirs de l'homme ignoble nommé Marc. Mais avant d'ouvrir officiellement un nouveau chapitre de ma vie, j'ai décidé de faire un dernier voyage. Un voyage pour refermer à jamais le livre du passé. Je suis allée seule à la prison par une journée de fin d'automne. Je m'étais inscrite pour une visite avec le prisonnier Marc Lefebvre. Pas pour lui pardonner, ni pour le tourmenter. Je voulais voir de mes propres yeux comment était tombé celui qui avait essayé de détruire ma vie, pour me conforter dans la certitude que le mal avait été puni. À travers la vitre épaisse du parloir, Marc est apparu. Il marchait lentement, légèrement voûté. Son visage, autrefois sympathique, était maintenant basané. Ses joues creusées, et ses yeux vides, pleins de remords tardifs. Quand il m'a vu, il a hésité, a décroché le combiné. Sa main tremblait encore, tout comme ce jour-là où il avait touché la valise avec le million. « Juliette, tu es venue me rendre visite ?» La voix de Marc était rauque et étranglée. « Merci. Pendant toute une année, personne n'est venu me voir. La famille l'a renié. Ma mère et ma sœur purgeant également leur peine dans d'autres établissements. Moi. Ma vie est un enfer. Juliette. No faut. » J'ai décroché le combiné. Mon visage était calme. Et mon regard indifférent. Comme si je regardais un étranger dans la rue. « Je ne suis pas venue pour te consoler. » Ai-je dit. Ma voix était légère, mais dure comme l'acier. Je suis venue te voir pour la dernière fois. Essaye de survivre à ces 13 années restantes pour expier ta vile nature parasitaire. N'attends de la pitié de personne, car tu as toi-même détruit ta vie. Hasn't it do? Marc s'est mis à pleurer. Les larmes coulaient sur ses joues basanées. Tombant sur sa tenue de prisonnier abîmée, il a pressé son visage contre la vitre en sanglotant. Mais je n'avais pas envie de regarder cela plus longtemps. J'ai raccroché le combiné. Je me suis levée et je me suis retournée pour partir. Les pleurs de Marc se sont coincés derrière la vitre épaisse, s'éloignant à jamais de ma vie. Je suis sortie par la porte principale de la prison. L'air à l'extérieur était frais et vif. Les rayons du soleil d'automne perçaient à travers les cimes des arbres. Peignant tout en or, de l'autre côté de la rue, appuyé contre la voiture familière, se tenait Pierre, me voyant sortir. Il a souri et s'est dirigé vers moi à grandes enjambées. Sans un mot, Pierre a posé un genou à terre sur le sol ensoleillé. Il a sorti de la poche de sa veste une petite boîte en velours rouge. Il l'a ouverte. À l'intérieur, sous les rayons du soleil, brillait une exquise bague en diamant. Laissons le passé derrière nous. Mon amour. Pierre m'a regardé. Son regard était plein d'amour et de détermination. Veux-tu m'épouser? À partir de maintenant, tu ne seras que la reine de ta vie, et je te protégerai de toutes les tempêtes. I do one. Des larmes ont coulé de mes yeux. Mais cette fois-ci, ce n'étaient pas des larmes d'injustice ni de chantage, mais les larmes d'un bonheur infini. J'ai hoché la tête, lui tendant la main pour qu'il passe la bague à mon annulaire. Nous nous sommes serrés fort dans les bras. En cet après-midi d'automne ensoleillé, nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis droit devant nous, vers l'avenir paisible qui nous attendait. La cupidité est une arme à double tranchant. Celui qui s'en sert pour tirer profit des autres finira par s'égorger lui-même, la trancher lui-même la gorge. Trancher lui propre. Trancher, gorge. Trancher la gorge lui-même.